Angle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec une personne qui m'est chère, une personne qui est très importante pour moi. Je parle de monsieur Marc de Bomb Attack. Si tu ne sais pas qui c'est, de toute façon tu vas bien comprendre parce que le parcours est exceptionnel. Marc, comment vas-tu? Très bien Driver, et toi? Ça va, plaisir. Cette voix incroyable. Là, ceux qui savent. Pourquoi? Parce que moi personnellement je t'ai connu en tant qu'animateur radio, donc ça veut dire que je t'ai entendu avant de te voir et donc cette voix elle était trop importante pour moi. En dehors de me bercer, tu m'as fait acheter plein de disques. R&B. Ouais, beaucoup. En rap, je me débrouillais déjà très bien, ma R&B. Tu m'as amené vers plein de choses. Ouais. Mais bon, ici on a l'habitude de commencer par le commencement et ici le commencement c'est le hip-hop. Donc savoir comment toi tu te retrouves dans le hip-hop, sachant que toi, t'as une culture déjà funk, soul avant. Donc, si tu peux nous parler de ça rapidement. Pour moi, le rap, ça démarre vraiment, en vérité, dès le début, c'est-à-dire en 78, 79. 79, t'as Sylvia Robinson qui va sortir sur le label Sugar Hill Gang avec la phase B de Chic où il rappait dessus. Mm-hmm. Et donc, c'était moi qui venais du funk et du funky, etc. Good Time et la ligne de base de Good Time, c'était tu connaissais déjà. Bah, bien sûr. Et en vérité, Sylvia Robinson, elle est allée dans je crois que c'était une pizzeria même. Je crois même. Elle a entendu un rappeur rapper sur cette phase B et elle s'est dit il faut en faire un disque. Elle a fait ça sans même demander l'autorisation à Chic et à Bernard Edwards et à Nile Rodgers. C'était la folie à l'époque. À l'époque, on s'en foutait. Voilà, le centre tout ça, rien était déclaré. On y allait. Ils ont tout inventé. Et moi, j'ai commencé là. Ok. Et il faut savoir que Sugar Hill Gang passait sur RTL à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas de radio FM. Puisque les radios FM sont arrivées 2 ans plus tard. Donc voilà, sur RTL, dans le parade d'André Torrent, qui était un grand animateur. 79. Voilà, c'est ça. Ok. Après, il y avait Curtis Blow. Enfin, il y a eu les autres qui sont arrivés derrière. Et moi, ça a vraiment commencé là, quoi. Ok. Voilà. Et toi, donc, qui venais du funk, entendre des mecs faire des rimes, avec une cadence spéciale sur du funk, toi, ça te parlait? Ou tu disais, qu'est-ce qu'ils font à ma musique? Tu sais, des fois, la musique, ça joue un détail. Moi, par exemple, je pense que ce qui fait que j'ai accroché, c'est parce qu'ils ont rappé sur Good Time, qui était ma chanson préférée, qui était mon groupe préféré. Bernard Edwards, c'était un des bassistes que je préférais. Voilà, donc peut-être qu'il l'aurait fait sur une autre chanson, j'aurais pas accroché au rap finalement, parce que moi je préfère le chant à la base que le rap, tu le sais, j'ai toujours préféré le chant. Mais bon, le fait que ça soit sur Good Time, c'était voilà, parfait. Ils m'ont eu. Très bien. Ils m'ont attrapé. Ok. Et donc, moi, je t'entends pour la première fois en tant qu'animateur radio. On peut le dire maintenant, c'était sur Génération. Et toi, tu faisais déjà de la radio avant. Ouais, j'ai commencé en 84. Ok, tu peux nous dire où, comment, C'était sur une petite radio qui se trouvait dans les locaux de la fac de Paris 8 à Saint-Denis. Donc Paris éphémère s'appelait la radio. Ok. Comment tu te retrouves là-bas? Je les contacte, j'avais envie de faire ça. Donc t'écoutais déjà cette radio? En fait, en 60, je dirais 60, dans les années 80, peut-être 79, 80, il y avait déjà Sydney. Il y avait qu'une seule radio FM en fait, qui s'appelait Radio 7. Ouais. Et Sydney animait une émission là-dessus. Ok. Et il rappait sur des classiques de funk, lui, déjà en français. Alors, il faisait la Clairefontaine en rappant. Enfin, tu vois, c'était des choses comme ça. Mais voilà, moi, Sydney, il m'impressionnait beaucoup. J'étais vraiment fan de ses émissions. Tu découvrais des nouveaux morceaux, etc. Et puis ensuite, Marie-France Brière qui revient de New York, qui ramène la Zulu Nation et Africa Bambaataa et le rap. Et Sydney qui passe après sur TF1 pour faire HIP et HOP. Voilà, donc j'étais vraiment fan de Sydney que j'écoutais. Je me suis dit, c'est là
où je me suis dit je vais faire de la radio. C'est ça qui m'a donné envie. En écoutant Sydney. En écoutant Sydney. Voilà. Donc du coup, tu contactes. Alors au début, je dis à ma mère, est-ce que je pourrais apprendre à jouer du piano et tout? Elle me dit, pourquoi faire? C'est dans les milieux populaires, truc, pourquoi faire? Donc du coup, j'ai pas pu prendre des cours ni quoi que ce soit. Donc Mais tu voulais devenir clavier fond. Ah ouais, j'avais envie de, voilà, exactement. J'étais fan de plein de claviéristes déjà à l'époque, Bernard Wright et d'autres. Et donc j'avais envie de jouer. Très bien. C'est toujours une envie que j'ai eu envie. Donc finalement, ta mère veut pas. Donc elle veut pas. Tu joues donc pas. Je me suis dit, la seule façon dans les quartiers populaires, mine de rien, quand tu sais pas jouer d'un instrument ni rien, mais que t'as envie de partager quand même de la musique avec quelqu'un, et ben c'est la radio finalement. Puis Sydney m'avait donné envie, voilà. Et donc j'ai appelé cette radio au culot. J'avais 18 ans. Et c'était la radio arrivait, hein, ça existait depuis 3 ans, la radio FM. Quand Mitterrand, c'était 3 ans après que Mitterrand soit passé en 81, quand il a libéré la FM. Voilà. Et puis moi, je les ai appelés. Ils m'ont dit, bah ouais, viens faire un essai. Enfin, ils s'en foutaient un peu. Et puis j'ai été pris et voilà, j'ai commencé mon émission. Ça marchait bien. Franchement, tu sentais qu'il se passait quelque chose. Tu jouais du funk. Du funk, bien sûr. Ouais. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, comme ça marche bien, peut-être que je pourrais faire ça dans une plus grosse radio. Et à l'époque, il y avait une autre radio qui s'appelait Radio Show. Ouais, j'ai entendu. Qui était un peu la concurrente d'Énergie à l'époque. Et alors, faut savoir que j'étais pas un bon animateur. J'étais même un animateur qui était plutôt mauvais, en fait. Sauf que j'ai eu un concours de circonstances incroyable, c'est que une nouvelle radio a été créée qui s'appelait Electric FM, et tous les animateurs de Radio Show se sont barrés du jour au lendemain. Pour aller là-bas. Tu vois. Et donc, en fait, le directeur, il a pris les maquettes qu'il avait sur son bureau, etc., pour combler l'antenne, etc. Et moi, comme je devais être le plus mauvais de tous, il m'a mis la nuit. Voilà. Et je me suis retrouvé la nuit, et puis j'ai passé ce que je voulais, j'ai passé du funk, etc. Alors que la radio commençait à aller vers le New Wave déjà à l'époque, où, tu vois, c'était commencé la mode de Duran, tous ces trucs-là. Là. Exactement. Exactement. Et donc, mais moi la nuit, je passais, il y avait une demande de funk toujours. Voilà. Et moi je la passe. Et ça a été un carton incroyable. Vraiment. Je pense que ça a été l'émission avec le plus d'audience que j'ai faite. T'avais un nom d'émission déjà? Alors, on appelait ça, on demandait aux gens de choisir le morceau funk qu'ils voulaient. Donc, on disait le funk de votre choix ou des choses comme ça. Enfin, il y avait pas vraiment. Disque à la demande. C'est ça. C'était beaucoup ça à l'époque. Alors, tout de suite, c'est le disque à la demande. Exactement. Et t'avais des centaines d'appels toute la nuit. C'est incroyable. Ouais, incroyable. J'habitais, moi, à Franc-Moisin, à Saint-Denis, dans le 93, pour ceux qui connaissent. Et alors, je rentrais vers 7h du matin, je terminais à 6h. À 7h, je rentrais chez moi. Et dans ma boîte aux lettres, j'avais des mots. Oh, tu pourras faire une dédicace à Rachid, bâtiment. Ah oui, j'avais ça dans la boîte aux lettres. Et le lendemain, je faisais ça. Donc voilà. Donc là, Radio Show. Après Radio Show, tu fais quoi comme radio? Après Radio Show, faut savoir que la politique, elle était quand même très présente dans les médias à l'époque déjà, parce qu'elle l'est toujours, mais elle l'était vraiment beaucoup à l'époque. Et la radio a pas su, Radio Show a pas su négocier avec les autorités à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les politiques de gauche comme de droite, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que y ait un parti derrière. Que tu aies une sensibilité politique, si tu veux. De façon à maîtriser un peu tout ce qui était lié à l'antenne. Parce qu'il commençait à avoir des radios anarchistes, ça partait un peu partout. Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas compris ça à Radio Show. Ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient, mais qu'il fallait quand même... dealer avec les politiciens. Voilà. Il fallait en tout cas négocier des choses, donner de l'assurance. Voilà. C'était Michel Cotta à l'époque qui dirigeait le CSA. Et ça s'appelle la Haute Autorité. Ils n'ont pas su négocier avec, et donc du coup la radio a été supprimée. Chirac passe. Moi, j'ai jamais connu cette radio. Mais c'était une très grosse radio. C'était une radio très importante qui a dû marquer les quarantenaires, cinquantenaires, je dirais même cinquantenaires à l'époque. J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai pas connu. La radio a été supprimée. La police est arrivée avec l'armée en pleine nuit. Avec l'armée. Ah oui, ils se servaient de l'armée pour retrouver les émetteurs, pour savoir où étaient les émetteurs, parce que la radio n'avait pas de dérogation pour émettre. Voilà, et tout a été saisi, les CD. Je me suis retrouvé avec une mitraillette dans le dos pendant la nuit quand ils ont débarqué. C'était comme ça. Et voilà. Très bien.
Radio Show arrête et donc j'arrête un peu. Il y a une grosse pause. Ouais, parce que Chirac passe, toutes les radios sont un peu, voilà, ça m'avait foutu un coup la suppression de Radio Show comme ça. Et puis en plus j'étais pas un bon animateur, je te rappelle. Beaucoup de succès, mais mauvais animateur en fait. Mais le succès c'était peut-être les disques que tu jouais. Ouais, la connaissance que j'avais de la musique aussi. Je me suis toujours intéressé à savoir qui était derrière, qui a fait la basse, qui composait, qui était dans les chœurs, qui était, tu vois. Et ça intéressait les gens, je pense, beaucoup. Donc voilà. Et puis je reviens je dirais en 88, je crois que c'est sur Voltage FM. J'avais fait quelques émissions sur Voltage FM, une radio qui se trouvait à Rosny-sous-Bois dans le 93. Et puis après, voilà, j'ai fait plein de petites radios comme ça, Transitalia, je me rappelle, plein de petites radios. Et puis jusqu'à arriver à Génération, voilà, grâce à un ex-auditeur qui m'avait fait venir là-bas, qui s'appelait Dan, qui était lui-même animateur, voilà, et qui m'a fait venir là-bas. Donc, on va commencer à parler de Génération. À ce moment-là, ça s'appelle EFM. EFM, ouais. Je crois que ça émet juste la moitié d'une journée. Je crois que ça commence fin d'après-midi et toute la nuit, c'est ça? C'est ça, ouais. Comment, toi, tu te retrouves là-bas, et sachant qu'il y a eu un moment où ils ont commencé à jouer du hip-hop et du R&B, parce que c'était pas le cas. Déjà, c'était que demi-journée, donc c'était pas le cas. Toi, t'arrives au début de ce virage hip-hop R&B. C'est moi qui fais prendre ce virage black à la radio. En fait. En gros, toujours la politique. Jospin, qui est au pouvoir à ce moment-là, décide de... Alors, il faut savoir qu'au nom de la différence culturelle, toutes les radios touchaient des subventions, même les toutes petites, qui avaient très très peu d'audience. Et à un moment donné, Jospin, il se dit, mais si vous avez pas au moins tant d'audience, c'est que vous intéressez personne, en fait. Donc, on vous donnera plus cette subvention si vous n'avez pas au moins ça d'audience. Voilà. C'était pas énorme, hein, ça devait être 1%, enfin, c'était pas, voilà. Donc il se passe ça, et donc je pense que le président de la radio, René Laforesterie, à l'époque, se dit bon, là c'est quand même tendu parce que vraiment l'audience de FM était vraiment pas terrible. Vraiment, il y avait des émissions intergénérationnelles. Tu pouvais avoir une émission de rock et pour les personnes âgées, puis après du rap. Enfin, c'était ça allait dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Et puis voilà, donc j'ai modifié la grille des programmes entière de la radio et j'ai recruté des animateurs. Comme moi j'ai toujours eu une fibre sociale, j'ai voulu mettre des animateurs noirs déjà, ce qui n'y avait pas tant que ça à l'époque, en vérité, même quasiment pas du tout. Il y avait Sydney qui avait existé, mais qui était antillais, mais il n'y avait pas tant que ça d'animateurs noirs, même quasiment pas du tout, et des femmes aussi. Donc j'avais envie de mettre les deux à l'antenne. C'est comme ça que j'ai recruté Jean-Pierre Sec à l'époque, Alexandre, Crépy Yasmina, et voilà. Très bien. Donc, EFM, avant que ça devienne Génération. Toi et tes animateurs, vous passez de la musique pendant la moitié de la journée, des 24 heures qu'on a dans la journée. Comment tu décides de monter tes émissions, de monter la playlist, comment tu fais en fait? Alors, comme j'ai beaucoup fait, je me suis beaucoup inspiré des radios américaines en fait. Il y avait une radio... WBLS par exemple, qui était une radio pas vraiment rap, mais qui était plutôt un peu funk, etc. et tout ça. Et moi j'ai rajouté du rap dedans en fait. Voilà. Donc j'avais fait une playlist où tu jouais un rap français, après tu mettais un rap américain, après il y avait un morceau de funk, après il y avait un morceau de R&B, après un rap français. Enfin, je leur laissais choisir ce qu'ils voulaient, mais je faisais quand même une playlist de façon à ce que ce soit un peu structuré, sauf pour les émissions qui étaient libres, comme les émissions de Jean-Pierre Sec en deuxième partie de soirée, etc. Eux, ils passaient complètement ce qu'ils voulaient. Exactement. C'est important que tu dises aux auditeurs où était située cette radio. Elle était située dans un hôpital gériatrique à Ivry-sur-Seine. Voilà, donc c'était des personnes qui étaient en fin de vie, donc dans un hôpital. Et c'était particulier parce qu'en vérité, spécial. Ouais, il y avait des chambres des malades qui étaient juste en face des locaux de la radio, enfin juste dans le même couloir. C'est ça. Tu ouvrais la porte du studio, tu tombais sur un lit avec un malade qui était en fin de vie. Voilà, ouais. Non, mais quelque part c'était pas mal parce que je pense que c'est ce qui fait que c'est jamais parti en couille. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y avait une forme de respect. C'est vrai. Il y avait, tu vois ce que je veux dire, ça. Tu vois, quand même pas, vous avez pas vous cafouiller devant des gens qui sont en train de partir. Exactement. Donc non, je comprends. Et on va arriver donc à cette période où
je crois que c'est là, hein, quand EFM devient Génération, c'est là que tu fais l'émission Original Bomb Attack. Ouais. Voilà, où tu reçois des rappeurs français. Ouais. Où ils viennent freestyler, un peu d'interview, mais à l'époque, les gens voulaient plus freestyler qu'être interviewés quand même. Bah, ils savaient pas ce que c'était. Hein. C'est ça. Ils connaissaient pas l'exercice. C'est ça. Le buzz, ils savaient même pas que ça existait. Personne ne savait ça. Personne ne savait ça à l'époque, etc. Et comment te vient l'idée? En fait, faut savoir que je déteste le rap français de base. Ok. Il y a que tous ces vieux rappeurs à l'ancienne, avec le flow à l'ancienne, je déteste ça. Les seuls rappeurs que j'écoute, moi, ils sont américains, ils ont déjà de la technique à l'époque, ils sont déjà à un niveau qui est tellement supérieur. C'est important que tu parles au passé. Tu détestais. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Non, c'est important parce que là. Non, mais j'ai dit à l'époque, je déteste ça à l'époque, et je sens qu'il y a une demande. À la radio, je le sens bien. Il y a des appels, on demande du rap français. Parce que l'émission que je fais avant ça, elle est R&B surtout. Oui, je me souviens très bien. EFM, Cool FM. Voilà, et j'ai envie de passer du rap français. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est l'émergence des nouveaux groupes, comme Time Bomb, X-Men, etc. Les premières mixtapes. Et là, je me dis, ah ouais, les jeunes, là, ça y est. Parce que ça commence à sonner comme des Américains. Exactement, c'est ça qui m'a... Tu sais, Pandélé, honnêtement, là, à cette époque-là, on est dans Bootcamp pour moi, tu vois. On est, voilà. C'est clairement ça. Voilà, je parle du morceau des X-Men pour ceux qui connaissent pas, qui était dans Hostile. Exactement. Et donc, je décide de faire une émission où même plusieurs. Ce type de rappeurs. C'était la new school, hein, à ce moment-là. Exactement. On va pouvoir venir faire des freestyles et tout ça. Ce qu'on allait appeler après l'âge d'or, quoi, finalement. Ouais. Voilà, Donc, moi, j'aimerais que tu racontes, parce que je la connais, cette anecdote, mais ici, on adore les anecdotes. J'aimerais que tu racontes ici l'anecdote de Diams sur Génération. Comment elle arrive sur Génération. Comment elle se retrouve dans les locaux de Génération. En fait, elle écoute l'émission. Voilà. Elle écoute l'émission, elle appelle, alors je faisais des freestyles par téléphone, elle se met à rapper, vraiment elle déboîte. Mais moi je crois que c'est un gamin en fait. Je crois pas que c'est une fille. Un jeune garçon. Exactement. Voilà. Je pense que c'est un garçon qui a pas encore mué en fait. Tellement ça, tu sais comment elle parle, Asie, tout ça. Voilà. Donc moi je crois que c'est et je lui dis écoute, si t'es vraiment une meuf, viens la semaine prochaine dans mon émission. Et elle est venue et c'était vraiment une meuf. C'était vraiment une quelle rappeuse. C'est ça. Quelle rappeuse. Après, plus tard, on l'entendra sur l'album de Mafia Tressé. Et je sais que Mafia Tressé, c'est des gens qui sont beaucoup passés aussi dans ton émission. C'est, la connexion, elle a quelque chose à voir avec toi? Entre Mafia Tressé et Diams? Non, ils étaient déjà, je pense qu'ils étaient déjà, ensemble, ou je pense, hein. Ok. Donc, tu vois, Mafia Tressé, pareil, c'est un groupe que moi je découvre sur Génération. Et que t'as beaucoup, bastonné, beaucoup supporté. Ça s'est passé comment? C'est quoi la rencontre? Non, la rencontre, c'est que moi, je suis du 13e, une partie est du 13e, j'habitais dans le 13e à ce moment-là, eux, ils sont une partie est du 13e, l'autre partie est d'Ivry, où est située la radio, donc ils viennent, et voilà. Ok, très bien, et justement, il y a toute Sauf Yannick, hein, qui était de 92. Hein, de Bagneux. De Bagneux, voilà. Ouais, mais c'était le cousin de Don Gio, et justement, cousin ou neveu, je sais plus le neveu, je crois. Je sais plus. Mais justement, je vais parler de Don Gio parce que à un moment, il y a énormément de monde qui passe freestyler dans ton émission et vous décidez de faire une mixtape. Qui malheureusement n'est jamais sortie. Mais que j'ai eu la chance d'écouter au moins par bribes des morceaux et tout. Moi, c'est à peu près à cette période-là qu'on se rencontre. Oui, tout à fait. J'avais envie que tu participes. Voilà, exactement. Voilà. J'avais fait rapper sur une phase B à l'époque. Big Papa. De Biggie. Et puis qu'on avait diffusé à la radio. C'est ça qui était fou, c'est que c'était une mixtape. Je rappe sur une phase B de Biggie et c'était en playlist à la radio. Mais parce qu'en fait, on manquait de titres, en fait. Et mis à part à ce moment-là, mis à part NTM, IAM, Assassin, enfin, il y a pas grand monde de signés. Il y a Roca qui avait signé chez Polydor. Enfin voilà, il y avait pas chez Barclay, pardon, chez Universal. En tout cas, il y avait pas, grand monde, tu vois. Donc, pour avoir du contenu, il fallait le créer, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que dans le fond, je me dis qu'à Génération, j'ai jamais vraiment été un animateur.
j'étais davantage un directeur artistique en réalité. Parce que c'est vrai, parce que je choisissais les instrus, certains me faisaient leurs textes, je choisissais un instru qui pouvait aller avec leur texte, etc. Là, on n'est plus dans l'animateur de radio là maintenant. Tu vois, je me à ce moment-là. Je me rappelle que dans cette mixtape, il y avait un morceau de Fab sur l'instru de Usher, You Make Me Wanna. T'imagines? Incroyable. C'était incroyable et il avait surtout eu la gentillesse et l'intelligence d'accepter. T'as fait rapper Fab sur Usher. C'est ça, exactement. Mais je me rappelle cette période-là quand le morceau d'Usher, c'était la folie, tout le monde kiffait le morceau. Mais ce que Fab a fait dessus, c'est un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Mais c'est un grand rappeur. Fab. Mais c'est trouvable quelque part tout ça, il y a pas des restes. Si, je dois avoir ça. Mais voilà, il faut partager. Internet est là. C'est vrai. Voilà. Donc, comme je l'ai dit juste avant, t'es un grand fan de R&B. Ouais. Tu connais bien le R&B. Ah oui. Tu diffuses du R&B sur Génération. Bien beaucoup. Sûr. Et puis, il y a des maisons de disques qui doivent bosser sur du R&B américain, qui commencent à te contacter. Et je sais qu'à un moment, Destiny's Child, qui sortait leur premier single, à un moment, la maison de disques, Sony, pour ne pas la citer, te contacte en te disant, voilà, on a un nouveau groupe, les filles sont là, à Paris, et on aimerait bien te les envoyer dans ton émission. Ils sont pas encore là. Ils ont reçu un précédé parce qu'en fait, la signature de Destiny's Child fait que on sait déjà que ça va être, comme on faisait à l'époque, tu sais, t'avais les petites signatures et puis t'avais les grosses signatures. Voilà. On allait faire un gros développement dessus. Ils savaient déjà dès le départ qu'ils allaient les envoyer en Europe, même sans que le CD soit sorti, quoi. Ouais. Tu vois, donc il y avait, voilà. Et donc ils avaient reçu un CD, gravé, quoi, des États-Unis. Qui m'envoie. Ok, il t'envoie. T'aimes bien? Ah bah oui. Voilà. Ah non, mais bien sûr. C'était No, c'était ça le single. Ok. Sûr, ouais. Et du coup, quand elles arrivent en France, on te les envoie dans ton émission? Je les rencontre dans les locaux de Columbia, en fait. Elles descendent de l'avion. Ok. Il va y avoir des entretiens presse, etc. et tout. Et Choupi, qui était l'attaché de presse. Je me rappelle, qu'on salue. Voilà, ouvre la porte et leur dit, je vous présente Marc, qui a été la première personne qui vous a joué ici en France, etc. Elles m'ont sauté au cou. Donc Beyoncé t'a sauté au cou. Exactement. C'est ça que je voulais qu'on parle. C'est ça, exactement. Elle sentait bon. Très. Elle avait des beaux cheveux. Très. Oh mon Dieu, il a touché Beyoncé. Bref, donc, Kelly Rowland m'a dit qu'elle se rappelait de ça, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec René Jerkins. Elle était là dans les locaux et je lui avais parlé de ça. Ah oui, je me souviens. Bon, je sais pas si elle voulait me faire plaisir ou si... des fois, les Américains voilà. sont dans un grand cinéma. Mais j'ai la naïveté de croire qu'elle se rappelle. C'est pas grave, on veut y croire, on s'en fout. Non, c'est cool. Donc, du coup, mais ces gens-là, c'est quoi? Tu les as juste rencontrés ou t'as fait une interview? Non, je les ai juste rencontrés. Voilà, j'ai pas fait d'interview parce qu'en fait, entre-temps, j'avais été viré de Génération. Ok. Donc c'est au moment où on donne le CD, je suis encore, donc je les joue, etc. Mais quand tu les rencontres, quand elles arrivent, le temps qu'elles arrivent à Paris, j'étais viré de Génération. Donc ok, on va y venir après. Mais en fait, faut dire pourquoi j'avais eu la chance de les rencontrer. C'est parce que avant ça, faut savoir que quand j'étais à Génération, j'achetais moi-même les disques, etc. Il y avait pas de budget, je contactais les maisons de disques. Personne me rappelle, tu vois, j'ai vraiment aucune nouvelle. Voilà, tout le monde s'en foutait complètement. Et j'ai la chance terrible. Mariah Carey est à Paris. J'allais venir à cette anecdote. C'était juste avant, super. Voilà. Mais raconte. Mariah Carey est à Paris. Elle va dîner chez des amis et le chauffeur de la voiture. Et ce qui est important, c'est que Mariah Carey est chez Sony comme exactement, chez Columbia, chez le même label. Voilà. Et donc elle est dans la voiture. Dans la voiture, et des fois, tu sais, il y a tout ce qui goupille bien. Je suis en train de jouer. Alors, il écoute mon émission dans la voiture, et je suis en train de jouer Allure, qui était le groupe que Mariah Carey produit sur son label. Voilà. Et donc elle dit, mais voilà, c'est quoi cette radio? Il dit, mais tu connais pas, sur une radio, ça tue, il y a du son, non, c'est la radio. Et donc, elle décide de vouloir faire une interview dans mon émission, sauf qu'ils avaient un partenariat avec Énergie, à l'époque, en exclu. Elle rentre à l'hôtel et tout ça, et le lendemain matin, elle dit à Choupi, je veux faire une interview dans cette radio. Elle lui dit, mais non, on a un truc avec Énergie. Non, je veux faire avant une interview dans cette radio. Donc, en fait, voilà. C'est le remue-ménage, eux qui me calculaient pas du tout, faut dire à l'époque. Voilà, ils me cherchent à me contacter partout. Le président de la radio m'appelle sur mon lieu de travail à l'époque pour me dire non, faut que tu lâches tout, faut que tu ailles voir Mariah Carey. Voilà. Et voilà comment j'ai interviewé Mariah Carey. Incroyable. Voilà. Donc toi, t'as connu une période où t'as rencontré Mariah Carey, Beyoncé, Kelly Rowland. Exactement. Latoya Luckett.
Exactement. Et la Tavia, pour citer toutes les meufs des Destiny Child de l'époque. Ouais. Eh ben, ta vie est belle. Et là, on est qu'au début de ton parcours. Mais non, c'est beau. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette période génération, mais sur la période de rap français et freestyle. Et j'ai parlé de beaucoup de choses, mais on est obligé de parler de Time Bomb. Ouais. Parce que, honnêtement, toute cette période-là, s'il y a un mot, un crew, quelque chose qui doit ressortir de toute cette période-là, c'est Time Bomb. Oui, bien sûr. Ouais. Vous les avez énormément joués et je pense que beaucoup de gens, ouais, c'est vrai. Et je pense que beaucoup de gens les ont découverts sur Génération en vrai. Mais comment ça s'est passé? Le rapport que tu as avec le crew, avec les producteurs, mais est-ce que tu as d'abord commencé par les jouer ou alors tu les connaissais déjà avant? Comment ça s'est passé? Alors, faut savoir qu'il y a d'autres émissions sur d'autres radios de rap français déjà qui existent. Fréquence Paris Pluriel. Par exemple, mais qui étaient un peu, qui avaient leurs préférences, qui étaient un peu affiliés avec des labels, bien sûr, qui étaient comme toujours. Moi, j'étais neutre. Complètement. Et donc, moi qui viens de la radio traditionnelle, on va dire, je joue ce que j'aime, quoi. Et le coup de cœur que j'ai, il est pour Time Bomb. Ok. Voilà. Et donc, je les joue. Quand Hostile décide de mettre en single Polo, moi je dis non, je joue pas Polo. Ok, donc c'est Hostile, la première compilation Hostile Hip Hop. Alors, le premier single, c'est... Je les connaissais avant, déjà. Je les connaissais avant. Ouais, tout à fait. Mais je les connaissais avant X-Men. Mais en fait, j'avais pas encore transformé la radio en ce programme français. J'étais encore dans le R&B, etc. Donc j'avais pas lieu de les jouer. Mais quand je transforme la radio en rap français, c'est le moment d'Hostile. Voilà. Et je trouvais que là, il se passe vraiment quelque chose. C'est une compile comme ça qui sort. Voilà. Et je décide de jouer, moi, Pandélé et le Crimpé. Voilà, les deux morceaux de Time Bomb de la compilation. Et je pense qu'à l'époque, Mars, qui était l'un des créateurs de ce label, quand je l'ai appelé et que je lui ai demandé que les mecs participent, il m'a dit oui, parce qu'il a vu que j'étais pas affilié à un label ni à un crew, et que je kiffais, j'étais sincère dans ma démarche, quoi. Ok. Voilà. Et puis c'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendu avec eux. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour eux. J'ai beaucoup de respect pour Mars, qui est vraiment pour moi un des plus grands producteurs que le français ait pu connaître. Donc du coup voilà, voilà. Grand monsieur. Ça se passe bien. Big up à Sec aussi, DJ Sec. Et donc je joue Pandélé, etc. et tout. Mais il me semble que avant Pandélé, tu les reçois déjà, il me semble. Non, ils sont venus à partir de ce moment-là. À partir de Pandélé? Ouais, ils sont venus à partir de ce moment-là. J'ai cru que tous les moments de la compilation Time Bomb, le morceau, comment il s'appelle, donc voici, le H2LJ. Non, moi j'ai commencé à aller, parce que je me suis mis à faire du rap à partir de cette émission, à partir de cette période-là. La période Hostile. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des moments forts, précis, où tu te rappelles des freestyles de Time Bomb quand ils venaient comme ça? À chaque fois qu'ils sont venus, c'était un événement. Voilà, c'était incroyable. Mais peut-être la rencontre avec Ayam. La rencontre avec Ayam et Funky Family. Qui a tellement fait parler. Voilà. On en parlait avec Ayam aussi ici. Mais qui a eu cette idée déjà? Moi, j'avais envie de les aider. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est moi. Je propose à Mars. Il y a des rumeurs. Pour tout dire. Il y a des rumeurs qui disent qu'Ayam aurait copié sur Time Bomb, que peut-être qu'ils auraient refait un album. Oui, on parle de l'école du micro d'argent. On en a parlé avec eux directement. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a des rumeurs. Fondé, pas fondé, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des rumeurs. Et moi, je me dis, tiens, j'ai envie de les aider, Time Bomb, parce que vraiment, je trouve pas normal qu'ils soient pas encore signés en maison de disque. Et donc, je me dis, peut-être que si je fais cette rencontre avec Ayam, ça va leur donner quand même du poids. Time Bomb, ça les aidait parce que ça leur permettait de rapper avec Ayam, qui était des stars à l'époque du rap français, etc. Et puis Ayam, on va pas se mentir, et qui fait de les rencontrer, qui fait rapper. Ils aiment le bon rap. Ils aiment le bon rap. Ils ont entendu les mecs qui rappaient bien, bah oui. Et la rencontre est magique, ça se passe très très bien, et voilà. La rumeur dit que lors de cette rencontre entre Time Bomb et Ayam, DJ Cops a eu un coup de cœur sur Oxmo Puccino. Et que, justement, il faisait Sad Hill. Et c'est un peu cette rencontre qui a amené jusqu'à Mama Lova.
Sûrement, mais de toute façon, Oxmo, il était comme tous les autres. Hein. Il était impressionnant. Ils étaient tous bons. Hein. Tu sais. Non, mais il y a quand même eu une période où dans Time Bomb, les stars c'était les X-Men et Lunatic. Ouais. Et les autres c'était un peu derrière. Et Non, moi, je te dis l'impression que j'ai eue. Après, tu me donnes ton avis et tout, mais j'ai eu l'impression que t'as vu quelque chose en Oxmo Puccino. Moi, oui. Ouais. Et que tu l'as poussé Non, sur ta radio. J'ai fait plus que ça. En fait, c'est les derniers arrivés. Il faut savoir que Pete Bacardi et Oxmo, c'était les derniers arrivés dans Time Bomb. Et moi, j'ai un coup de cœur pour lui. Voilà. Parce que à l'époque, il n'avait pas ces textes-là, faut savoir. Okay. Je sais pas si tu te rappelles le freestyle où il parle de fond de teint, il parle de la meuf avec les mèches pony, le machin. Oui, Et bon, et moi, ce genre de conneries, ça me fait rire. Classique. Voilà. Et moi, ce genre de truc. Moi, j'ai toujours eu une oreille de petit con. Donc, c'est vrai que le rap conscient, engagé, tout ça, ça m'a jamais plu. Mais dès que ça parlait de conneries. Quoi, les mecs marchent comme des canards. Bah là, ça y est, le mec, il m'avait eu. Hein. Tu sais, avec ses conneries de mèches pony, de couches de fond de teint qui résistent au white spirit. Là, le mec m'avait eu, tu vois. Ouais. Et je dis à Mars, écoute, honnêtement, j'aimerais bien que tu me crées un morceau pour moi, pour ma radio. Voilà. Et Mars joue le jeu. Il crée un morceau, Esprit Mafieux. Où Jimmy Sissoko a eu la gentillesse de faire le refrain à l'époque. Et puis Ali. Ali, c'est important de dire, c'est la version avec Ali. C'est la version qu'après, avec le morceau se retrouve sur l'album de Best of Lex. Et j'ai joué le morceau, etc. Qui a dû contribuer au buzz. Oui. Voilà. Clairement. Voilà. Et voilà, c'est ça que je disais, c'est que les stars de Time Bomb à ce moment-là, c'est X-Men et Lunatic. Et je trouve, moi, personnellement, que t'as réussi à ramener Oxmo dans ce trio de tête. Ah oui. Et voilà, en le jouant et en le matraquant. Et au final, ça a été le premier à signer, de Time Bomb. Exactement. Et, ce qui était fou dans cette période Time Bomb, de toute façon, Time Bomb, G-Sec et Mars, vous êtes convoqués ici, hein. Vous êtes obligés de venir, je l'ai dit. Mais ce qui était fou, c'est que je trouve que au final, la compilation Hostile, il y avait Polo, Panne Sèche qui était le single officiel, finalement qui n'a pas été joué en radio. Un peu la clinique aussi. Hein, parce que j'allais venir, le morceau qui a été joué en radio nationale, c'était la clinique. Ouais. Mais au final, ce que le public hip-hop a plébiscité, c'était les deux morceaux que moi je jouais. Ce que tu jouais. Mais parce que moi je pense que j'étais en cohérence avec le public, honnêtement. Ok. C'était tellement plus fort. Pandélec, t'imagines le morceau? Ce morceau était dingue. Pandélec, quoi. Attends, le morceau, il est fou. La musique, le flow, les textes, tout, c'était dingue. Non, mais attends. Même Lunatic, le Crimpay et tout. Voilà. Et pour rester sur Oxmo, il y a la deuxième grosse compile qu'elle allait avoir après Hostile, c'était L432. Ouais. Et Oxmo allait faire Putsch Fiction. Ouais. Et il a tout écrasé avec ce morceau sur cette compilation aussi. Il est fort. Et puis en plus, Booba était sur le morceau, donc c'était encore pire. Hein. Mais ce que nous on appréciait en tant qu'auditeurs, c'est qu'il était dans un storytelling qu'il faisait déjà sur Génération en freestyle quand il était dans tes émissions, le texte en amont dans l'émission, bien sûr. Et tous les deux, ils avaient fait tous les deux. Booba avait fait sa partie aussi dans l'émission. Donc ça, avant que ça sorte. C'est ça. Et c'est dingue. Et je suis témoin. J'ai souvent croisé dans ton émission. Des fois, ils écrivaient les textes avant que l'émission commence. Ouais. Je les voyais en train d'écrire sur des papiers et il a rafait les trucs juste après. Ça, c'était complètement fou. Mais je pense que, honnêtement, je pense surtout à X-Men par rapport à ça, mais je pense que ils ont vu que j'étais sincère dans ma démarche. Je l'ai kiffé. Voilà. J'ai pas pris d'argent, ça s'est dit, tu vois. C'est pas vrai. Je kiffais. Voilà. Très bien. Et à part Time Bomb, on va dire, quel est ton plus gros souvenir de freestyle? C'est-à-dire des gens qui sont venus, des rappeurs ou des crews, ou peu importe, qui sont venus freestyle chez toi et t'en gardes un souvenir en disant, oh, ce jour-là, c'était complètement chou. Alors, il y en a plus, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la Mafia Cafri. Ouais. Parce que c'était le sbeul, il y a une atmosphère, etc. et tout. Et des fois, des gens un peu, par exemple, moi j'aimais bien OGB, par exemple. Ouais. C'est Original Gradibi, tu te rappelles? Bien sûr, je me rappelle très bien, Big Up Ali d'ailleurs. Mais que j'avais un coup de cœur pour lui, moi, à l'époque, Rof, et puis les 113, et puis tout. Oui, Rof, Kerry, 113, c'était devant, mais t'aimais bien OGB. Mais j'aimais bien OGB, voilà. Moi, je le dis, j'aimais bien OGB. Après, Bustaflex. Ouais. Il y avait ce côté freestyle, etc. Zoxy. Je me rappelle de Zoxy qui me dit, bon, tu me dis des mots, puis bim, je pars, on faisait ça, voilà. Ça, c'est chaud, ça. Et à un moment donné, c'était une de mes dernières émissions à Génération où j'avais eu la chance d'avoir Mobb Deep.
Ouais. Et j'ai appelé Oxmo, j'ai appelé Zoxy, j'ai appelé tout le monde. Et tout le monde tous ceux que j'ai réussi à ramener, ils ont rappé avec Mobb Deep. J'étais fier de leur offrir ça déjà. C'est beau. Et puis ça a été un gros freestyle. Vraiment, c'est un gros souvenir. Ça tue. Ben, très bien. Maintenant, Yacine, tu t'en as un peu parlé tout à l'heure, il y a cette période où on te vire des générations. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est compliqué parce que... Dis ce que tu peux dire. Si il y a des trucs que tu peux pas dire, on te force pas. Non, je dis tout, mais tu sais, c'est un peu certains. Enfin, d'autres ont pas la même version que moi, c'est ça que je veux dire. Mais moi, c'est toi qui as invité, nous on veut ta version. Ça, c'est compliqué, hein. Si tu veux qu'on passe à autre chose, on passe à autre chose. Non, je peux dire, mais en gros, la radio commence à faire de l'audience. Il y a de la pub. Qui est prise, qui commence à arriver, etc. et tout. Faut savoir que personne n'est payé à Génération à ce moment-là. Ok. Voilà. Pas moi, personne. Voilà. Et il nomme quelqu'un pour la pub, qui était Christophe Nenny, voilà, qui arrive, nommé par Bruno Laforesterie, donc le fils du propriétaire de la radio. Et il décide, entre guillemets, de la faire un peu comme Skyrock, c'est-à-dire en gros, ils vendent mon émission dans le truc, c'est-à-dire en fait ils avaient passé un contrat de publicité, ça, tu dois connaître c'était un groupe portugais qui était de Villiers-le-Bel, je crois, qui était de Larissa. Voilà, c'est ça. Moi je décide de pas les jouer. Voilà, moi j'aime pas. J'aime pas, je veux pas les recevoir dans mon émission, je veux pas les jouer. Okay. Voilà. Et je suis pas payé, que eux te payent pour passer, etc. Moi, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que moi, j'étais dans la crédibilité de la radio qui était en construction. J'avais envie, j'avais pas cédé à Hostile, j'allais pas céder. Voilà, pour ça. Et je trouvais que je suis pas payé. Tu vas pas vendre mon émission et m'imposer de recevoir telle ou telle personne que je valide pas, que j'aime pas. Voilà. Il faut savoir que dans la récré, j'ai regardé à chaque fois que je regarde la récré, ça m'énerve parce que j'ai envie de dire des choses. Tu sais, j'ai envie d'un plus. La récré est une autre émission que j'anime. Exactement. Voilà, sur YouTube. Mais vous parliez des influenceurs, etc. À l'époque. Il y a pas longtemps, là, vous parliez des influenceurs. Est-ce que mais vous avez parlé vis-à-vis du public, mais vous n'avez pas parlé vis-à-vis du milieu. Et moi, j'avais une influence sur le milieu. Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, qu'une maison 10 m'appelle, qui je dois signer en ce moment, qui est en train de faire du buzz, parce qu'il y avait cette démarche artistique. Et tu répondais? Bien sûr. Il y a des gens qui ont signé grâce à toi. Bien sûr. On peut dire des noms ici ou pas? Non, mais voilà, j'ai souvent donné le nom d'Oxmo partout où je pouvais. Voilà. Très bien. James et d'autres. Voilà, j'ai vraiment, j'avais une influence sur le milieu et c'est pas simplement vis-à-vis des gens aussi avoir de l'influence, tu sais. Et, non, c'est vrai. Et quand tu commences à avoir plusieurs maisons de disques de majors, parce que, faut pas se mentir, hein, le buzz pour elle, c'était sur les Champs-Élysées là, tu sais, dans le, c'était là. Mais moi, je venais du 93, j'allais dans les MJC, tu vois, je bougeais, j'allais dans les quartiers, ce que eux ne pouvaient pas faire. C'est clair. Donc du coup, ils t'appelaient, ils te disaient alors qui signait, qui buzz, qui. Laurent Bounot m'a appelé une fois pour me demander qu'est-ce qui marchait bien en ce moment à la radio. Je me rappelle de lui avoir conseillé de jouer le morceau de 213 avec Doudou Masta là qui faisait le truc de fou. Truc de fou, voilà. Et il a fini par le jouer. Bien sûr. Donc et eux, c'était un vinyle que eux m'avaient donné un test pressing comme on disait à l'époque. Total indé. Exactement. Il s'est retrouvé sur Skyrock. Exactement. Donc du coup, si j'avais joué ces mecs-là, je leur apportais un crédit que j'avais pas envie. Ok, ouais, je vois. J'avais rien contre eux. Hein, non, j'aimais pas l'album. C'était artistique. Voilà. T'as pas aimé ce que t'as entendu et tu voulais pas que le business te force à jouer. Ça n'a pas plu évidemment à la direction de Génération à l'époque. Et puis moi, j'étais un peu, j'aurais pu le dire calme, gentil. Ah, tu sais, je valide pas, j'aime pas. Mais non, moi c'était tu t'en fous. Voilà. J'ai pas mis la forme à l'époque, tu vois ce que je veux dire. J'y suis allé, voilà, je leur ai dit. Et ils auraient pas apprécié, donc. Ils auraient pas apprécié, bien sûr, ce que je peux comprendre, tu vois. Voilà. Mais à la base, c'était quand même pour ça. Il y avait, un conflit. Et donc, ça revient à une autre émission de la récré dont tu parlais. Ça fait plaisir. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'en ai perdu ma place de respecter mes goûts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On me disait, les journalistes et les animateurs, ils sont forcés de passer machin. Non, pas tous. Moi, j'ai perdu ma place pour ne pas jouer quelqu'un que j'aimais pas, que je voulais pas jouer. Ok, je vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est
C'est un contre-exemple, c'est peut-être singulier, mais il existe en tout cas. Tu es le seul rebelle, je rigole de ça. Tu es le seul rebelle dans cette forêt. Mais bon, non, mais c'est vrai que j'avais pas la manière de le dire. Je lui ai dit non, écoute, voilà, je les ai envoyés chier. Et j'aurais pas dû. J'aurais dû faire ça de façon beaucoup plus diplomate et ce que je savais pas faire à l'époque, ce que c'est un peu davantage faire maintenant. Tu travailles sur toi. Je travaille sur moi. Très bien. Ensuite, donc, tu n'es plus sur Génération. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, on t'a pas appelé sur d'autres radios, justement, ce que t'as fait quand même Alors si, j'ai failli aller sur Skyrock, pour tout dire. C'était pour la Nocturne, je crois que Laurent Bounot avait, voilà. Mais quand Fred l'apprend, je crois qu'il a dû aller lui dire, maintenant, tu vois. C'est moi. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, je pense, c'est ce qui s'est passé, parce que Laurent m'a dit, tu sais, j'ai pas une mauvaise ambiance dans ma radio. Ce qui est vrai, Ils s'entendent depuis longtemps. C'est l'équipe qui vient de Voltage FM en partie, Donc, ils s'entendent depuis longtemps, ils sont potes, etc. et tout, ce que je peux comprendre, et ça s'est pas fait, et puis, voilà. Mais moi, je viens d'un milieu vraiment extrêmement défavorisé, et j'ai vraiment eu toute ma vie, j'ai décidé dès qu'il arrive un accident de la vie comme ça, de le transformer en positif. Je sais pas rester dans l'échec comme ça, c'est pas moi, tu vois. Je sais pas faire. Et donc je me suis dit, je vais créer mon label. Voilà. Et voilà, et c'est comme ça qu'est né le premier label Mombatak. Voilà. Alors les mixtapes déjà en cassette qui sortent, parce qu'en vérité on dit l'émission mythique, etc. Mais au moment même où l'émission se crée, elle est déjà mythique quasiment, et juste après, quand elle est terminée, encore un peu plus, mais il y a un manque. Ouais, et puis tu fais bien de préciser que tout se passait en cassette, c'était l'époque où on enregistrait les émissions en cassette, ça tournait énormément. Donc toi, tu décides de faire des cassettes, donc des mixtapes, des freestyles des émissions, les moments les plus mythiques et tout. Exactement, avec des inédits, c'est ça? Un petit peu, oui. Quelques morceaux que j'ai enregistrés en plus, Voilà. Et tu les vends via le label, ça se passe bien, et tout ça, ça va nous amener jusqu'à une compilation. Une compilation qui est incroyable. Parce que dedans, tu invites plusieurs personnes, et dedans, il y a Diams qui fait le morceau Suzy. Ouais, alors, elle a déjà fait un premier album chez AB Productions. Je me rappelle très bien, j'étais dessus. D'ailleurs, on enregistrait dans les locaux d'AB Productions. Voilà. Je marchais dans le couloir, il y avait la grosse tête de Dorothée, Jackie, Corbier, tout ça. Ça faisait un couloir sombre, avec des grandes photos. Je me rappelle, c'était, ça me faisait rêve. Hélène et les garçons. Tout le monde, il y avait tout le monde. Et donc, moi, je comprends pas bien pourquoi elle signe là. Je pense qu'elle a pas dû trouver d'autres signatures que là, à l'époque. Tu vois, j'imagine. J'en sais rien. Et après, est-ce qu'il savait travailler cette musique? C'est autre chose. C'est clair. Voilà. Et donc, c'est un échec, clairement, cet album. Et on va faire Suzy, qui va la remettre en selle. Voilà, alors au départ, la première idée, c'était pas qu'elle rappe toute seule sur le morceau. La première idée, c'était qu'elle rappe contre une autre rappeuse. Et puis on s'est dit très vite que personne allait accepter de rapper contre elle parce qu'elle aurait torturé tout le monde. C'était un problème même des hommes. C'était compliqué pour les hommes. Exactement. Voilà. Donc du coup, et puis elle a inventé ce personnage. Voilà, où elle s'est clashée elle-même. Voilà. Gros succès, quand je dis succès d'estime, et dans le ghetto en tout cas. Bien sûr. Voilà, dans les quartiers, partout, ça a beaucoup marché. Jamel. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça arrivait jusqu'aux oreilles de Jamel Debbouze, il est devenu fou de Diams à partir de ce morceau. Voilà, donc je suis content tu sais, des fois tu fais un morceau, tu sais pas jusqu'où il va. Bien sûr. Tu vois, t'en sais rien, et je suis fier d'avoir fait ce morceau avec elle. Tu te rappelles un peu de la séance studio et tout? Oui, tu sais, avec elle, c'est une machine de guerre. Donc elle a 3 poumons, et ça prend jamais très longtemps les séances studio parce qu'elle sait déjà. J'ai été en studio avec Beyoncé, ça m'a rappelé un peu la même chose, la même façon. Tu sais, la rapidité à poser. Le gars était en studio avec Beyoncé, je savais dire. Non mais c'est vrai qu'il y avait ce même machine, machine de guerre. Tu vois, c'est vraiment, elle se place directement. Elle fait pas 3 fois le couplet. Elle a pas besoin, tu sais, elle sait où elle va. Exactement. Non, mais c'est quelqu'un d'hors norme. Tu vois, c'est quelqu'un pour moi, c'est la meilleure rappeuse, c'est le meilleur rappeur que la France ait pu connaître. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ma préférée, de loin, parce que, il y a tout, il y a la technique, il y a exactement, il y a tout. Il y a les textes, il y a tout. Donc on a fait ce morceau, Très bien. Et dans cette compilation, il y a des artistes que tu signes en fait. Il y a les 10, un groupe de Bobigny, de frères jumeaux, l'Avocato et l'Indice. Et il y a NAC,
Et Nak, ouais. De Bobigny aussi. Ouais. Voilà, Nak qui faisait partie de Soldat Fada. Donc, ils sont présents sur la compilation avec des super morceaux d'ailleurs. Ouais. La Tour 20 de Nak, je me tapais des barres dessus, c'était incroyable. Il y avait une écriture incroyable. Nak est trop fort. Et il y avait aussi donc les disques, il y avait un morceau avec Wallen qui était magnifique. On se reverra là-haut. Voilà, qui était magnifique. Donc, tu fais pas que des mixtapes et des compilations. Là, tu décides de produire des artistes, développer des artistes. Alors, franchement, ouais, je décide d'y aller parce que je me dis c'est la suite logique après la compilation. C'était en total indépendant la compilation, hein, c'était une distrib, donc ça n'allait pas vendre des milliers des cents, mais quand même... ça a fait son bruit. Ça a fait son bruit. Avec un super morceau d'Olkinry, ça me revient. Menteur. Exactement, qui était drôle aussi. Et puis je pense que tu sais, tous ceux qui sont venus poser, ils savent que je kiffe le bon rap, et ils m'ont donné des belles choses. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'ils ont voulu me faire plaisir aussi en même temps. Et donc, je peux pas me plaindre. J'ai des super morceaux et tout. Et je me suis dit... alors, j'ai lu une interview de l'Indice que je connaissais pas, mais qui est une interview un peu plus ancien. Moi, j'ai été choqué par ce qu'il dit dans son interview, parce que il disait qu'en gros... je les avais laissés tomber, que je m'étais occupé de Nak. Enfin, ouais, c'est pas vrai du tout. Faut savoir que je démarche avec eux. J'ai tellement d'aura dans les maisons de disques que les mecs ont 0 maquette et que les mecs rappent dans le bureau. Comme ça, freestyle. C'est beau, ça. Je sais pas si tu connais comment ça se passe dans les... Ça se passe jamais comme ça. Exactement. À la suite de ça, BMG, Yona Azoulay, qui était directrice artistique, qui t'a signé. Exactement. Chez Polydor juste avant. Et qui, donc, à ce moment-là, est chez BMG. Et chez BMG, décide de leur payer des maquettes. Dans le studio que tu connais de BMG, qui était au sous-sol avec Patson comme ingénieur du son. Voilà. Pas Patson qui fait du stand-up. Hein. Non. Patson, l'ingénieur du son. Exactement. Et ils font 12 morceaux, 12 maquettes. Ok. Voilà. Faut savoir que c'est une époque où c'est le premier groupe que je produis, entre guillemets. Donc j'ose pas... Je m'ingère parce que c'est pas ma nature de rien dire, tu vois. Donc, je leur dis j'aime pas vos instrus, les textes c'est trop freestyle. Enfin, je leur fais différentes réflexions, sur l'artistique. Mais bon, ils s'en foutent, ils m'écoutent pas, ils font leur truc, ils décident que c'est un binôme, hein, c'est des jumeaux, donc il y en a un, il fait les sons, tu peux pas prendre un autre son de quelqu'un d'autre de ça, et l'autre, ils font ses textes, et puis voilà. Donc, ils me présentent Nak. Alors qui lui aussi avait pas forcément des sons qui étaient très faciles non plus, parce qu'il prenait des mecs de Bobigny pour les faire, etc. Il se trouve que dans la Tour 20, il lâche un texte quand même qui est quand même phénoménal et qui prend le dessus sur l'instru finalement, tu vois. Donc Yona écoute les maquettes faites par Lady et elle aime pas. Elle aime pas parce que les instrus ça va pas, parce qu'il y a que du freestyle, parce que de mémoire, je crois que sur 12 morceaux, il y en avait 10 où ils faisaient des rimes sur leur mère qui étaient importantes. Faut savoir que les 10 sont d'origine juive tunisienne, donc je comprends que dans la culture juive, c'est important, la mère, etc. Mais de là à avoir, tu vois, 10 allusions sur 12 morceaux, c'était compliqué. Enfin, tu vois, les textes tournaient un petit peu en rond, il y avait, voilà. Et donc, elle décide finalement de pas les signer et de signer Nak. Et dans cette interview, justement, je me souviens, il disait, ouais, il voulait nous signer parce qu'on était blancs. Non, elle a signé un noir. Donc, déjà, tu vois, c'est que c'était pas le cas. Et elle a signé Nak parce qu'il était meilleur. Parce qu'il avait fait le titre à ce moment-là que n'ont pas réussi à faire. C'est artistique, quoi. C'est artistique, c'est tout. Tu vois, voilà. Après, moi, j'estime que à partir du moment où j'ai fait le tour des maisons de disques, ils se sont retrouvés dans tous les bureaux de directeurs artistiques sur la place de Paris, que un label va dire à un petit en ce moment dans un quartier, bah tiens, tu vas rencontrer tous les directeurs artistiques sur la place de Paris, et il y a une des maisons de disques qui va te payer des maquettes dans un studio. Non mais tout le monde y va. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs après, j'avais fait On se reverra là-haut. Ouais. Avec Wallen, donc. Avec Wallen, c'est un morceau que j'avais acheté, l'instru était fait par Niro, des deux mecs, voilà, que j'avais acheté. Donc c'était pas l'avocato qui faisait l'instru. Le deuxième morceau qui a marqué l'histoire des 10, on va dire, c'est le morceau avec Lino. Ouais. Tu crois qu'on sait rien foutre. Et là, c'est un instru que j'ai fait avec lui, chez moi, où c'est moi qui ai choisi le sample, etc. Voilà. Donc, et c'est les deux morceaux qu'on retient des 10, en vérité. Ok, je vois ce que tu...
Tu comprends ce que je veux dire? C'est les deux morceaux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est les deux morceaux qu'on retient. Le reste, tout ce qu'ils ont fait à côté, on le retient pas. Et quand tu les vois citer, on voit citer leur discographie, il y a 11 revers à la haut, et tu crois qu'on sait rien foutre. Donc, voilà, arrête de me cracher dessus. Dis-moi merci. Tu vois, j'ai peut-être donné ta chance. Tu l'as pas saisi. T'étais dans ton truc ou non, on rappe, machin. Ok, pas de souci. Après, t'assumes. Et puis voilà, d'ailleurs, ils ont pas fait mieux sans moi après, hein. Donc, voilà. Ouais, tu sais, c'est toujours la carrière, c'est compliqué que t'es producteur et en même temps, il y a, cette relation avec l'artiste, c'est quand même, très compliqué. Parce que dur. si ça réussit, c'est grâce à eux et si tu rates, c'est un peu comme le foot. Ce que j'allais dire. C'est un peu comme on vire toujours l'entraîneur. Exactement. On vire toujours l'entraîneur à cas de problème. Et donc, si tu veux, au bout d'un moment, non, quoi. Tu vois, il y a un rappeur pour lequel je trouve que c'est de ma faute si j'ai pas réussi avec, pour tout dire, c'est Nubi. On va en parler après. On en parlera après, mais c'est un rappeur avec lequel j'ai pas réussi et je pense que c'est ma responsabilité de pas avoir réussi avec lui, par exemple. Tu vois, j'admets, moi. C'est-à-dire, je suis prêt à apprendre quand je me suis planté, je le dis, je me suis planté là-dessus. Mais là, franchement, ils ont eu du caviar quand même, hein. Ils ont eu BMG, ils ont eu des maquettes gratuites, ils ont eu leur chance. Ils l'ont pas saisi. Je comprends, je respecte. Ils avaient envie de rester ensemble. Ils voulaient garder ces instrus-là. Voilà. Les textes leur convenaient alors qu'il y avait quand même des lacunes dans les thèmes, etc. Ok, pas de souci, mais assume. Ok. Et pour NAC, du coup, là, tu nous as raconté le début et la fin de ton boulot, ton aventure avec les 10. Mais NAC signe chez BMG. NAC signe chez BMG grâce à la Tour 20. Ouais. Qui était vraiment super marrant. Mais il avait d'autres morceaux marrants comme ça, hein. Le syndrome du trône. Le syndrome du trône. Incroyable, où il disait, il balançait toutes les stations de la ligne 5 en allant à Bobigny, hein. Exactement. Et à un moment, il y avait Ourk. Il a dit, essaie de faire une rime avec Ourk. C'est ça, exactement. Et après, il a dit, Pourk. C'est-à-dire, il a réussi à la faire quand même. Il est magnifique. Donc. Non, c'est un grand rappeur. Voilà. On est d'accord. Grand auteur. Ouais. Aussi. Tu vois, je veux dire, vraiment l'écriture, incroyable. Il signe chez BMG. Je crois qu'à l'époque, Nazoulay a hésité entre Olkari et lui. Et donc Bombata qui était en concurrence avec Nouvelle Donne quelque part, les deux labels. Parce qu'ils avaient sorti un EP de Olkari, c'est vrai. Voilà. Je me souviens. Et elle choisit NAC. Ok. En fait, ce qui s'est passé, pour NAC, j'étais allé démarcher Sébastien Catillon, qui est devenu le manager de Diams après, mais qui était à l'époque directeur artistique chez EMI. Et il se trouve que Yona appelle Sébastien à ce moment-là, et il lui dit, j'ai Marc avec moi. Elle dit, non, mais si tu veux signer les 10, elle dit, non, moi, c'est un autre qui m'intéresse. C'est NAC, et c'est là qu'elle s'y intéresse, et qu'elle décide finalement d'être la première à le signer. Oh, ok. Mais bon, il y a la Tour 20, il y a des titres, hein, qui sont déjà là. Donc voilà, elle le signe. Après, moi, je suis pas d'accord sur la stratégie de BMG à l'époque, c'est-à-dire qu'ils voulaient signer un EP, ils voulaient sortir un EP. Moi, je voulais sortir un album directement, parce que je savais déjà que certains médias, dont Skyrock, étaient pas fans de ce format-là, et tu sais, ça quelque part, quand tu vas voir Bouno, faut que tu sois sûr de ton projet, quoi. Ouais, je vois ce que tu dis. Si tu vas avec 3-4 morceaux, parce qu'on sait jamais si non. Faut pas tâter le terrain, faut y aller franchement. Là. C'est ça, va. Et donc, j'étais pas d'accord, et lui décide plutôt de faire confiance à la stratégie de BMG. Et il a décidé d'arrêter avec moi et de continuer avec son frère comme manager. Et puis bon, ils sont sortis, ils se sont plantés, et puis après, il y a l'album, il est sorti ou j'ai l'impression qu'il n'était pas sorti. Ah, le EP, l'album est jamais sorti. L'album est jamais sorti. Non, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'avais prédit. C'est-à-dire, ils ont sorti le EP, j'étais sûr que s'ils se plantaient, on leur donnerait pas la chance de faire un album. Et ils méritaient la chance de faire un album. Bien sûr. Voilà. Bon, après, il a fait son parcours indépendant, avec des super morceaux, donc il y a pas de souci. Bien sûr. Donc tu crées ton label, tu fais la compilation. Derrière t'as deux artistes. Bon, il y a un groupe, les 10, et il y a NAC. Finalement, ça se passe pas bien. T'arrives pas à les sortir ou rester avec eux. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est quoi la suite? Tu cherches des nouveaux artistes ou tu fais une pause? En fait, je suis un peu déçu par les artistes à ce moment-là, parce que je trouve que pour les 10. J'ai fait mon boulot, mais que voilà, ils crachent un peu dans la soupe. Moi, je les aime beaucoup, hein, c'est pas la question, mais voilà, il y a pas la reconnaissance forcément. NAC, il s'est passé ça, bon voilà. Donc je suis un peu déçu, tu vois. Je me dis merde. Humainement, c'est dur, quoi. C'est-à-dire que quand même, mine de rien, je les ai fait signer. Enfin, NAC, je l'ai fait signer. Les 10, ils ont eu leur chance.
Je trouve que voilà, je trouve ça dur, quoi. Donc j'arrête pendant un moment quand même. Ok. Je pars aux États-Unis à ce moment-là quand même, déjà. Quand on est déçu, on part aux États-Unis. On fait une pause, on se requinque. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ce que je fais en général. Quand je vais pas bien, je vais aux États-Unis. Ouais, parce que là-bas, c'est une émulation incroyable. Alors surtout à New York à l'époque, mais maintenant ça se passe plutôt à Los Angeles, à Atlanta et autre part. New York, c'est plus qu'une ville de business maintenant. C'est de doudoune en hiver. C'est ça. Mais à l'époque, voilà, il se passe plein de choses, même en radio, tout ça. Enfin, en musique, tout ça. Enfin, il se passe plein de choses et je décide donc au bout d'un moment, de faire un deuxième label Bomb Attack avec de nouveaux artistes. Donc ça, c'est après ta pause. Après la pause, ouais. Tu vas aux États-Unis, tu te requinques. La pause, là-bas, je vais faire tour manager, pour tout dire. Ok. Là-bas, grâce à un auditeur que j'avais de l'époque de Radio Show. Waouh. Voilà. Qui me dit, écoute, je sais que t'es fan de Luther Vandross, on a besoin de quelqu'un pour... Donc là, tu vas faire tour manager pour Luther Vandross. Le grand Luther Vandross, never too much, never too much, never too much. Exactement. Mais dont j'étais fan. En plus, je le sais. Je te voyais. Des fois, j'arrivais chez toi. Saoulé avant ça. Des fois, j'arrivais chez toi, t'ouvrais la porte, t'étais en train de regarder une cassette VHS d'un concert live de Luther Vandross. Donc, si tu veux, voilà, c'est vraiment fan de Luther Vandross. T'as la chance de pouvoir le rencontrer. Alors, faut savoir que tour manager, c'est un grand mot parce que en fait, t'as un manager. Tu sais comment ça se passe aux États-Unis. T'as un manager qui est à New York dans son bureau qui bouge pas et t'as des grouillots qui l'accompagnent sur place, etc. Voilà. J'ai fait ça pendant quelques temps avec lui. Et finalement, c'est là que j'apprends, en le voyant travailler, que j'apprends les arrangements des voix. En le voyant faire, en fait. Ça veut dire que t'allais en studio aussi avec lui? C'était pas que les concerts? Non, mais dans les concerts. Dans les concerts, faut savoir que c'est un mec qui était tellement perfectionniste. Je me souviens, il faisait quasiment que des stades avec les musiciens qui étaient au milieu de la scène, qui étaient au milieu du stade, qui étaient au pied de la scène. Et je me rappelle, dans une ville, il était en frontal, intérieur fermé, etc. et tout. Il refait tous les arrangements des voix avec les 5 choristes, de façon à avoir une autre acoustique à l'intérieur. Okay. Tu vois, c'est ça, Luther Vandross. Lui, c'est important. Rien n'est laissé au hasard. C'est 5 heures de répétition à chaque concert. Tu vois? Ah ouais, lui, c'est pas des balances. Ah non. C'est une répétition. C'est vraiment, voilà. Et puis, avec le lendemain, il te dit, ah bah tiens, je vais faire ce morceau-là en plus. Que personne n'a jamais répété, qui sortait pas d'où. Donc, faut y aller, faut refaire les arrangements. Tu l'apprennes pour le soir même donc voilà, je l'ai vu faire et honnêtement. T'as appris beaucoup. Mais j'ai tellement kiffé toujours les voix, moi. J'ai toujours été un fan des voix, donc du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai appris les arrangements des voix. Ok. Donc quand tu rentres en France, là, ça y est, t'es motivé, tu veux relancer le label. Ouais, j'ai envie mais en prenant en compte les erreurs que j'ai pu faire avant, humaines, etc. et tout. Et puis finalement, je trouve que j'ai pas réussi parce que j'ai été quand même cool avec eux, je les ai. On va y arriver tout doucement, Quel est le premier artiste que tu recrutes sur ton label, sur le retour, qui s'appelle toujours Bomb Attack, le label? Alors le premier, c'est Brasco. Ok, Brasco. Brasco, parce que pour tout dire, là, je décide de faire de mettre un peu mes goûts de côté. Brasco est un super rappeur, attention, hein, et un bon chanteur aussi. Mais à l'époque, il y a plusieurs groupes comme ça. On pourrait prendre, je sais pas, Sniper avec Blacko, d'autres. Enfin, tu te souviens, c'est à l'époque, il y avait déjà Psychiatre de la rime. Enfin, il y a du chant. Des groupes où il y a un peu de chant, des groupes de rap où il commence à avoir un peu de chant. Et je trouve que du coup, le profil de Brasco, il a du sens à cette époque-là. Tu vois, par rapport à ce qu'il diffusait à Skyrock, etc. Et là, on parle pas de mes goûts. Je décide de construire artistiquement quelque chose qui pourra passer à l'antenne, qui pourra exister. Bien sûr. Voilà. T'es producteur? Je suis producteur, voilà, et qui permet aussi de créer du social, mine de rien, parce que Brasco, il était quasi à la rue à ce moment-là. Donc du coup, voilà. On va le savoir grâce à ce morceau. Vagabond, qu'on fera ensemble. Donc, Brasco, et j'ai envie d'un Marseillais, moi. Ok. Voilà. Et en fait, pour relancer le label, je décide de faire une compilation Bomb Attack 2. Ouais. Et je pars enregistrer IAM. Ok. Akhenaton fera plusieurs morceaux. Donc tu vas à Marseille. Je vais à Marseille pour ça, enregistrer à la Cosca, dans leur studio. Ok. Et Akhenaton, voilà, Shuriken, tout le monde est là, évidemment. Sako, voilà, tous les gens qu'on aime à Marseille. L'entourage d'Ayam. Voilà.
Mais en même temps, là-bas, je me renseigne, je cherche qui est chaud. Il y a un nom qui revient, c'est Processus Verbal. Voilà, qui était... et on va dire, allez, c'est le lunatique marseillais, en fait. C'est glauque. Voilà, je les écoute. Et moi, j'ai une écriture incroyable, un flow incroyable. J'ai vraiment un coup de cœur pour eux. Je décide de les faire venir à Paris pour faire des tests de morceaux, etc. et tout. Et donc, il y avait dans ce groupe Matador et un autre rappeur qui s'appelait Abdé. Voilà. Mais Abdé était moins... J'étais dans un truc de reprendre et de travailler. Il arrive en retard. Il était, enfin voilà, tu vois, j'avais pas besoin de ça. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui sérieux. Voilà, c'est ça. Donc je garde que Matador au bout du compte. Faut savoir que j'étais associé j'avais 2 associés super, Manu et Ben, qui étaient vraiment une équipe incroyable que tu as connue toi à l'époque en studio. Donc j'avais une bonne équipe. Eux, c'est pas leur kiff, hein, Matador, faut dire la vérité à la base. C'est plutôt moi. Mais moi, je vois le potentiel du mec. Voilà, je vois clairement le potentiel. Parallèlement à ça, Sandrine Ramser m'appelle, me dit j'ai signé Nubi. Donc explique qui est Sandrine Ramser, qui est directrice artistique chez Warner Éditions. Chapelle, les éditions. Voilà, exactement. Qui est aussi l'éditrice d'Oxmo, hein, donc il y a, tu vois. Et elle t'appelle donc. Elle m'appelle, elle me dit j'ai Nubi. Et est-ce que ça t'intéresserait de le rencontrer et peut-être pas, pourquoi pas faire des choses avec. C'était pas forcément le profil que moi je recherchais à la base, mais c'est tellement un bon rappeur. Quel tueur. C'est tellement un tueur. Quel tueur, les gars. Que je me dis allez on y va. Et je me retrouve avec une belle équipe en vérité. Hein. C'est-à-dire que Matador, qui est quand même un bon rappeur, hein, c'est un technicien. C'est un technicien. On dit ce qu'on veut, c'est un technicien. C'est un très bon rappeur, Brasco et Nubi. Je monte une team de compositeurs aussi. Une team mainstream, on va dire. Track Invaders. Voilà, ils sont incroyables, un talent incroyable. Des musiciens incroyables et pas seulement parce que je pense à Yann qui est aussi ingénieur du son, tout ça, enfin voilà, complet, ils sont capables de faire même la compression, le mastering, enfin voilà, c'est des gars incroyables. Voilà. Et puis moins mainstream mais un peu plus pour essayer d'avoir un petit peu tous les styles, Soul Children qui sont vraiment la plus hip-hop, DJ Premier, mais très fort dans leur truc. Exactement. Très fort. Et CHI. Qui venait du Luxembourg. Exactement. Voilà, donc j'avais ça et je me suis dit c'est une belle équipe quoi. C'est clair. Honnêtement, je fais une première compil qui s'appelle Bomb Attack MC où je mets ces rappeurs dedans, donc ces rappeurs de Bomb Attack avec plein de rappeurs que j'appelle donc Ayam, Oxmo et des rappeurs de Caen. Exactement. Et Gringe et Orelsan. Voilà. Exactement. Faut le dire. Avant le succès d'Orelsan. Ouais, alors faut dire que j'avais rencontré Scred et Scred m'avait parlé d'eux, je les ai écoutés. Même si j'étais pas moi fan d'Orelsan, j'avais un coup de cœur incroyable. On avait des grands débats, toi et moi. On avait des grands débats. Je te disais, Orelsan est une star, tu verras. C'est lui. Et moi, je préférais Gringe. Non, mais je doutais pas à l'époque. Mais si tu veux, moi, je suis désolé. Suce ma bite pour la Saint-Valentin, ça me parlait pas. Magnifique. Oui, mais moi, non. Tu vois, j'ai dit non. C'est incroyable. Non. Ce morceau est incroyable. Mais non. Magnifique, je suis désolé. Le débat continue. Mais non. Incroyable. Non, ça, c'est des bêtises. C'est moi, d'ailleurs, il fait plus ça. Tu vois, je veux non, dire, mais il est passé à un autre stade. Il est devenu un super Saiyan maintenant. Gringe, il avait déjà cette émotion, cet esprit torturé un peu. Il y a pas de problème, mais ça c'était plus pour toi. Moi, j'avais besoin d'entendre des conneries et bien rigoler, et Orelsan il m'a servi. Non mais moi aussi j'aime bien. J'ai toujours eu une oreille de petit con et j'ai encore une oreille de petit con. Mais je sais pas si je m'habite pour Saint-Valentin, non. C'est incroyable. Bah non. Chaque Saint-Valentin, je le postais sur mes réseaux sociaux. Ouais, mais je me souviens. Mais je crois même que je t'avais fait rencontrer. Du coup, je t'avais mis en contact avec eux. Mais moi, tu m'as fait écouter les deux. Je te dis, mais je veux rencontrer Orelsan. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand ils sont venus au studio, tu m'as appelé. Tu m'as fatigué avec lui. Ce mec est trop fort.
Bref, moi j'aimais bien Gringe, donc il a participé beaucoup aussi au morceau. Orelsan a participé sur la mixtape, il a voilà. Je pense que c'était les premiers trucs professionnels sur lesquels ils sont sortis, hein, en fait. Oui, je pense aussi. Orelsan et Gringe. Mais attention, moi je respectais Orelsan, son niveau technique, etc. Et tout, c'est juste que ce thème me parlait pas. Voilà, c'est ça. Mais honnêtement, puis Gringe, tellement de talent, tellement incroyable. Voilà, on peut pas dire le contraire non plus. Moi aussi, je respecte beaucoup Gringe. Attention. Je sais. C'est Orelsan qui me parlait plus. Donc on sort ce Bomb Attack MC, voilà, avec un tas de rappeurs, Pete Vacardy, Oxmo et d'autres qui sont venus, enfin voilà. Et puis la compilation volume 2. Voilà. Où je vais les mettre aussi en avant. Et voilà, donc Matador avec Diams. Voilà. Et Nubi. Et Jackie au refrain. Et Jackie qui défonce sur le refrain. Diams qui... Enfin, ils font tous les trois un bon couplet. De toute façon, Diams, ça te mettait la pression. Ah, tu pouvais pas. Tu viens pas les mains dans les poches avec elle. Donc voilà, ils ont tous les trois fait des couplets de fou. Et puis... Donc là, ta machine, elle est relancée. Ouais. Du coup, comment tu vois la production de tes artistes? Parce que t'as une belle équipe, là. Qui tu vas envoyer en premier? Comment? Est-ce que c'est... Bon, moi, l'histoire, on la connaît. Ceux qui ont suivi cette période-là, ils la connaissent. Mais est-ce que c'est vraiment... Ça a été voulu, le fait que Matador arrive? Parce que c'est El Matador qui arrivera en premier. Est-ce que ça a été voulu? Raconte l'histoire, même si moi, je la connais. J'ai besoin que tu la racontes pour les auditeurs. Non, mais parce tu peux pas... L'histoire est dingue, quand même, de comment ça arrive. C'est important. Tu peux pas décider de mettre un artiste en avant plus qu'un autre. C'est-à-dire qu'en fait, tu signes les trois, tu fais des morceaux avec les trois, et puis tu jettes les morceaux et tu vois ce qui se passe, entre guillemets, on va dire. Voilà. Il se trouve que Matador, il fait Génération Wesh Wesh. Voilà. Et je me dis, il va sortir sous un autre titre, je crois. Génération Wesh Wesh, c'est le titre? Ouais, c'est le titre. C'était pas un truc taxi, je sais pas, Génération Taxi ou je sais plus. Oui, parce que c'est, voilà. Mais au début, c'était, quand le morceau était fait, c'était Génération Wesh Wesh. Tout à fait. Et je trouve que le morceau est vraiment chaud. Il devait être sur une autre bande originale de film. Et puis, moi, j'ai essayé de Tu te rappelles laquelle? J'ai un trou de mémoire. Y a pas de souci, c'est pas grave. Mais ça devait être sur une autre BO, ok. Ouais, voilà. Et en même temps, j'essayais de placer Nubi, Brasco et Matador sur Taxi 4. Ok. C'était Teufa et Masta qui géraient la BO. Mais bon, évidemment, ils avaient leur propre label, leurs propres artistes, ils avaient envie de placer leurs artistes. Normal, logique. Et voilà, et on n'avait pas de place. Mais moi, quand je peux pas rentrer par la fenêtre, je rentre par la porte, je rentre par la fenêtre. Je vais chez EuropaCorp, voir le directeur artistique. Je lui fais écouter plusieurs morceaux. Il a un vrai coup de cœur. Sur El Matador, pour Génération Wesh Wesh. Voilà. Il le fait goûter à Besson. Besson dit, je veux ce titre dans ma compilation. Et voilà, le morceau va devenir Génération Taxi. On va faire quelques petites modifications dans le texte pour l'adapter un petit peu au film. Ok. Voilà. Il l'envoie à Bouno. Et Bouno décide de le jouer, alors que le mec n'est pas signé. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On est d'accord que El Matador est chez Bomb Attack, mais il n'y a pas de deal avec une major. Il n'y a pas de major, il n'y a rien du tout. Et Skyrock, Laurent Bouno décide de rentrer le morceau en playlist. Il hésite. Okay. Il m'appelle, on se rend compte, il me dit ouais, mais ça me fait chier parce que si je le joue, tu vas faire un braquage. Explique aux auditeurs ce qu'est le braquage. Un braquage, c'est... Attends, le mec va être joué, il a pas de deal. Tu vas voir la majeure, tu lui dis toutes les maisons de 10 vont se mettre sur le coup. Ils se sont toutes battues pour l'avoir. Et voilà. Et les prix peuvent monter très haut du coup. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Laurent Bouno, ça le fait chier que tu puisses être en position de force avec les majors. Voilà, il me dit, tu vas faire un braquage, ça me fait chier. Voilà. Et puis, finalement, il décide le morceau est trop fort. Donc, il décide de le passer. Ok. Il le joue. Voilà. Et alors là, le raz-de-marée, les maisons de 10, tu sais, la pression. Autant elles peuvent ne pas te calculer du tout. Mais quand elles sont chaudes, c'est d'une violence. Donc voilà. Et donc vous signez chez Warner, Up Music. Voilà. Avec Thierry Chassagne. À l'époque où Up Music, c'était la folie, Alphonse Brown, la puissance du port du Havre. Exactement. Ça s'appelle Michael Youn, Tragédie, Camaro, ça te vend Up Music, c'est la folie à ce moment-là, en termes de vente.
Ouais, il y a eu des Bissot la Bissot, enfin il y a eu il y a eu plein de choses quand même intéressantes, même à l'époque, il n'y a pas eu que il n'y a pas qu'Alphonse Band et tout ça, il y a eu d'autres choses. Moi c'était pour dire que ça marche. C'est Up Music, c'est un label qui ramène beaucoup d'argent. Voilà. Pour tout dire, moi j'aurais préféré aller avec Olivier Nuche chez Universal dans le fond. Mais on était allé démarcher Matador déjà, voir un directeur artistique à l'époque qui avait dit non, j'aime pas, et d'un seul coup après le mec il dit bah si, une fois que ça passe, bah si, bah non, c'est compliqué d'expliquer ça à l'artiste après derrière, quoi. Non, c'est clair, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et moi j'étais partagé, Warner, bon j'étais partagé, j'étais pas sûr de moi, j'ai choisi Warner mais j'étais pas sûr de moi. Ok, bon, du coup, Matador est signé. Ouais. Brasco, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah bah il signe aussi du coup, parce que tu peux pas avoir l'un sur l'autre. T'as réussi à l'inclure dans le deal. À l'inclure dans le deal. Okay. Mais j'avais tellement... Tu sais comment je bosse. Et je travaille tout le temps. Mais des fois c'est trop. Et non seulement il y avait Génération Taxi, mais en fait j'avais lancé 2 pistes comme ça. La deuxième, c'était à armes égales. Tu te souviens, le générique du film 300. Pour le mettre en générique de fin, un générique de fin français. Ouais. En fait, on a appelé aux États-Unis, on leur a dit voilà, vous ne savez pas, mais en France, on peut pas faire de publicité pour les films. Si vous voulez, on vous fait un générique. Vous prenez pas, vous avez rien à payer. Si vous prenez, vous pouvez le mettre. Pourquoi j'avais choisi 300, c'est parce que j'avais vu, il était dans la liste des films partenaires de Skyrock qui étaient prévus dans les mois suivants. Donc du coup, voilà, j'avais choisi. Il a l'œil partout. Tu connais. Voilà. C'est le ghetto. C'est ça, faut y aller, faut se débrouiller. Et donc Warner nous dit bon, tu sais les Américains ça leur coûte rien, tu leur fais un morceau, ils disent bon pourquoi pas, allez-y. Voilà. Et en fait, c'est toute l'intelligence de Track Invaders qui compose un instrument et qui correspond aussi au film, au compositeur même du film, qui était très important dans ce film. Et donc, il l'accepte, il le valide. Okay. Et donc, on se retrouve. Donc, je me retrouve avec ces 2 morceaux à Skyrock. Et Brasco il fait le refrain. Exactement, d'Armes égales, où j'avais invité en plus Alonso des Psychiatres de l'arrêt. Voilà. Donc, il a 2 morceaux en playlist à la radio et il a toujours pas d'album. Il n'a toujours pas d'album. C'est incroyable. Exactement. Ok. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Moi, je pensais qu'un allait peut-être prendre et pas l'autre. Les deux ont pris, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un buzz énorme sur Matador. Ouais. On commence à entendre Brasco, même si c'est que le refrain, on l'entend à la radio. Ouais, mais beau refrain. Magnifique. Super morceau. J'étais là à l'enregistrement. Ah oui, d'accord. J'étais à dire. Dans les studios de Warner. J'étais chez Warner, t'as raison. Et c'est le jour où j'étais allé voir. Eh ben, tu te souviens que j'étais parti de la séance à un moment donné voir Laurent Bounot. Ouais. C'est la fois où il m'a dit, ouais, mais tu vas faire hold up. C'était ce jour-là. Très bien. Et il m'a appelé dans le studio pour me dire, bon allez, je le joue. Et quasiment, tu sais, Laurent, il est un peu brut comme ça, et hop, il m'a raccroché à la gueule, limite, quoi. Et il m'a dit, bon allez, je le joue, c'est bon. C'est beau. Donc du coup, vous bossez sur l'album de Matador. Maintenant, là, il y a une demande. Ah bah là, c'est chaud. Ouais, oui. Là, c'est chaud. On bosse sur l'album, voilà. On bosse aussi en parallèle sur l'album de Brasco, évidemment, en même temps, parce qu'il faut pas oublier qu'il est sur Armes égales. Bien sûr, et qu'il est signé chez Warner. Il est signé chez Warner. Il doit faire quelque chose, il doit faire un album. Hein. Exactement. Très bien. Et on fait l'album, on fait des morceaux, tout se passe très très bien, on fait beaucoup de morceaux, mais il faut dire que Matador écrit beaucoup, qu'il est très prolifique, il travaille beaucoup. Ouais. Donc du coup, on a de la matière, on a des titres. Et un jour, je suis au bureau, en train de bosser, on avait Skyrock qui était en train de jouer, et d'un seul coup, j'entends un titre de Matador, une maquette de Matador, Évasion. Comment est-ce possible? Que Warner avait envoyé à Laurent Bounot, et Laurent Bounot, il avait décidé de le jouer. Direct. Il t'appelle pas, il te dit pas, est-ce que Warner te dit rien, non, le morceau, et je regarde mes dossiers, je dis, c'est quoi ces conneries? Ils n'ont pas fini le morceau. Voilà. Un morceau que je gardais pas. Moi, à la base, dans mon idée, si tu veux. Tu vois? Un morceau que, Et donc, j'appelle Laurent Bounot, je dis, c'est quoi ces conneries? Eh bien, écoute-moi bien, c'est soir où je ne jouerai plus jamais! D'un coup de pression. J'ai dit,
C'est-à-dire que je crois que je suis la seule personne sur la Terre où Laurent Bounot a joué le morceau et où ça faisait chier. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre de rappeurs qui n'ont pas été joués. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont raté leur carrière parce qu'ils les a pas joués. Moi, il a fallu qu'ils jouent et que ça dicte la carrière de mon rappeur. C'était pas ton plan. C'était pas le plan. C'était pas un morceau que t'es prévu dans le plan. Non, c'était pas le plan du tout. Et c'est un morceau que je comptais même à la limite pas garder. Et c'est là où j'ai dit que j'ai pas évolué par rapport aux premiers artistes que j'avais à l'époque des 10 et de NAC. C'est que au lieu de dire non, le morceau je le retire, je reste sur mon plan, ça sera ça le single, ça on enverra ça et ça. Je laisse Matador décider. Je lui dis écoute, je te dis, pour moi c'est pas une bonne idée. On ne doit pas laisser ce morceau à l'antenne. En plus, c'est un morceau que moi j'aimais pas le discours de ce morceau parce qu'il disait fini la police, fini le ça donnait l'impression que parce qu'il avait signé maintenant Ah, j'avais pas vu comme ça. Moi, c'est ça qui me gênait en fait. C'est qu'il y avait un côté où tu dis ça y est, j'ai signé, tout va bien, j'aurais plus les problèmes d'en bas et voilà. Voilà, et moi ça me gênait parce que c'était pas vrai et puis deux, j'aimais pas le message que ce morceau diffusait. OK. Voilà. Donc, je comptais pas le garder. Et lui, il me dit, mais moi, je l'aime bien quand même, c'est mon morceau. C'est compliqué. Hein. Ouais. Et là, je fais l'erreur de le laisser décider. Et donc, Bounot... Et du coup, vous faites le clip, vous jouez à fond. On joue le jeu, mais... Après, t'es foutu parce que voilà, Mélanie venait de faire un morceau, avec des gosses dans son clip, donc ils mettent des gosses aussi dans le clip. Alors ça accentue le côté fini. Après, t'es vite débordé, quoi. Je vois très bien. Voilà. Donc l'album sortira. Ouais, l'album sortira. Bilan. Non, c'est pas un succès. Enfin. Oui, mais c'est pas un flop non plus. C'est pas un flop non plus, mais ça devait être un penalty sans goal. En vérité, parce que c'était bien amené, parce qu'on avait bien bossé, parce que le mec est doué, parce qu'il avait fait les morceaux dans le fond et que c'est juste que ça t'échappe à un moment donné. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire, et c'est plus, ça devrait être que le rôle du producteur et du directeur artistique du projet de décider quel single est envoyé, mais ça devrait pas être forcément la maison de disques, ni un directeur des programmes de radio. Ouais. Voilà. Et je dis ça alors qu'en vérité, moi j'avais imposé mon propre single à Austin à l'époque. Je sais pas si tu vois le truc. Tout dépend où on se place en fait. Ça c'est le retour des médailles, ça. Ça c'est le boomerang que je me suis pris dans la gueule à l'époque. C'est pour Polo, j'ai des plus de balles. C'est exactement. Très bien. Donc du coup maintenant faut bosser sur Brasco. Voilà. Ouais. Donc, toi, par rapport à ce qui s'est passé sur Matador, ces petits désagréments, est-ce que tu te dis, bon, je vais faire différemment sur Brasco? Mais déjà, je suis très, très critiqué parce que Matador est mis en avant. Et tout le monde disait, oui, mais Brasco, il est là depuis longtemps, c'est qui celui-là? Et c'est normal, il a attisé beaucoup la jalousie. C'est-à-dire que pour beaucoup, il est sorti de nulle part, en fait. Alors qu'il sortait pas de nulle part, hein. Il est à Marseille, il était là-bas depuis longtemps, etc. Voilà, et puis ouais, jalousie, quoi. C'est-à-dire le mec est pas signé, il passe sur Skyrock, jalousie extrême du milieu, en vérité. Toi, tu l'as ressenti beaucoup, ça. Ah ouais, mais moi je l'ai ressenti direct. Les gens, ils sont pas contents pour toi. Hein. Ouais. Les gens, ils t'envient, et puis c'est tout. Et puis ils trouvent ça injuste. Hein. C'est pas normal que ça soit toi. Hein. Ça doit être, tu vois. Ça doit être eux. C'est ça, ça doit être eux. Et donc, mais bon. Finalement, il y a ce petit discours qui dit mais c'est Brasco qu'ils auraient dû sortir, ils auraient pas dû sortir, voilà. Ok. Moi, je m'en fous. Je fais mon album avec Brasco, sur lequel, faut être honnête, je m'ingère beaucoup artistiquement, où J'étais là. Voilà, je dirige beaucoup, on va dire. Ok. Voilà. Notamment les instrus, etc. et tout. Il accepte de jouer le jeu, tout ça, mais faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Entre-temps, on a récupéré Sarah Ariani. On va en parler juste après. Voilà, qui était présente déjà avec Matador, bien sûr, sur le deuxième album, et puis qui était présente avec D'une blessure à l'autre sur l'album de Brasco. Donc, je sais pas si tu vois, on a un deal pour la compile Bomb Attack chez Warner, on a un deal pour Matador chez Warner, on a un deal pour Brasco chez Warner, et on a un deal plus tard chez Polydor avec Sarah Ariani. Donc, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, il y avait
aucun label de rap français qui travaillait. Le rap était mort à l'époque. On se rappelle pas. C'était une période très tendue, très tendue pour le rap. Et nous, on a 4 signatures. Ouais. T'imagines la pression que t'as à l'extérieur. C'est-à-dire que je me rappelle à Brasco, tous les compositeurs qui voulaient placer des instrus sur son projet disaient mais tu marcheras pas parce que t'as des instrus de Track Invaders, donc tu m'as. Oh là là, mais c'était tu vois, même la pression que t'as de l'extérieur qui veulent tous gratter et être sur ton projet, quoi. Tu vois ce que voilà. Je vois très bien. Et donc, je travaille dans cette atmosphère-là, en vérité. Enfin, beaucoup de gens le comprennent pas, mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Bien sûr, j'ai vu, moi. C'était des pressions qui étaient vraiment très grandes, quoi. Et finalement, je trouve qu'on fait un super album, honnêtement. Enfin, moi, j'adore cet album. Personnellement, je l'assume beaucoup. Vagabond, Vagabond, c'est un bijou. 8000 km. Ouais. Et j'en passe et des meilleurs. Laissez-moi rêver, c'était ma chanson. Laissez-moi rêver, évidemment, mais c'était ma préférée, moi aussi, de l'album. Et puis d'une blessure à l'autre. D'une blessure à l'autre, gros morceau. Gros morceau avec Sarah, qui met en avant Sarah, qui présente Sarah, Riani sur le label. Avec Ondelat en intro dans le clip. Voilà, exactement. C'était marrant, c'est curieux, voilà. Mais tu sais que ça avait marché un peu cette histoire, hein, parce qu'il y avait, je me rappelle le site de Morandini qui avait repris Ondelat se met au rap. Des titres comme ça. Mais ça fait de la pub, ça fait des clics, c'est bien. C'est ça. Très bien. Bilan de cet album? Babouno décide de pas le jouer. Voilà, déjà ça. Pour des raisons, Brasco est trop vieux, il me ressort des vieilles histoires de Brasco. Brasco avait participé, je crois, à un truc avec Sony à l'époque pour faire un morceau pour une campagne de préservatifs, mais le morceau, enfin bon, il avait un souvenir comme ça, voilà. Il te sort, tu sais, dans ces cas-là, il te sort, Laurent, il te sort tous les... Il a des chaussettes rouges, j'aime pas le rouge. Ouais, je peux pas le passer. Et puis, Taïro, que moi j'aime beaucoup, l'a dit, il est chez lui, il invite qui veut à manger. Hein. Taïro, il a dit ça. Il a dit dans la récré, il a raison. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, tu peux pas, il veut pas. Hein. Il aime pas, tu vois. Après, ça n'empêche que moi, je trouve qu'on a fait un bon album et que s'il l'avait joué, ça aurait été totalement différent. Quelque chose. Voilà. Autant il y a des fois, j'ai fait des morceaux, bon, je comprends, mais là, honnêtement, il y avait du... Il était vraiment carré, solide, l'album. Exactement. Donc là, quand même, en vérité, tu produis 2 albums. Bon, on va pas se mentir, dans le rap, on aime bien. Ah, t'es disque d'or, t'es chaud, t'es pas disque d'or, t'es pas chaud. On a fait 35 000, je crois, avec Matador sur le premier. C'est pour ça que je dis, c'est pas un échec, en vrai. Oui. Mais comme dans le rap, si t'es pas disque d'or, on s'en fout. Donc voilà. On va dire, tu fais 2 albums qui sont pas disque d'or. T'as toujours cette force, cette envie de faire. Tu te dis pas, finalement, je suis revenu... J'étais requinqué et là je fais 2 albums et ça commence à être compliqué. À chaque fois il y a un problème ou quoi. Je trouve ça injuste en fait. Je trouve ça injuste parce que si les mecs avaient été mauvais, si on avait fait des mauvais albums, c'est je m'en veux à moi-même. Ok. Tu penses que c'est ta faute? Oui. Ok. Ouais, je pense que j'ai fait des erreurs. J'aurais pas dû céder à Laurent. J'aurais pas dû céder à Warner. Pour Matador, j'aurais dû garder ma stratégie, qui était de très énerver le morceau en premier, en single 0, qui était un morceau super ghetto, super fort, tu te souviens, très très beau morceau. Et puis derrière, envoyer l'autre single qu'on avait prévu, mais pas me laisser imposer, que ce soit par l'artiste et que ce soit par Skyrock et Warner, le choix du single. Voilà. Ok, je vois. Et pour Brasco, j'ai plus une erreur de... Pour Brasco, en vérité, il était soumis à beaucoup de pression, lui, de l'extérieur, de ses potes qui disaient « Mais non, prends d'instru de matin. » Il a fait tellement de concessions, il m'a fait tellement confiance que j'ai été déçu du résultat, si tu veux, et que et l'album est bien. Bien sûr qu'il est bien. Et je suis content parce que je l'ai au téléphone il y a pas longtemps, il me disait on m'en parle encore, etc. Tu vois, donc je pense qu'il a mûri. Tu vois, il voit ça avec plus de lucidité maintenant. Ok. Mais voilà, c'est quand même un échec et ça m'embête qu'il m'ait fait confiance. Et puis il y a Nubi dont je parlais tout à l'heure. Ok, donc j'allais parler de Sarah, mais on parle de Nubi d'abord. On va parler vite fait de Nubi, où là, pour moi, c'est mon échec personnel. Pourquoi? Parce que c'est un rappeur ghetto. Je suis d'accord. Tout le monde me disait ouais, mais c'est pas facile, c'est un rappeur ghetto, machin et tout. Mais j'avais pas dans ma team de producteurs, ça matchait pas avec ceux que j'avais. Ok, t'avais pas le bon beatmaker pour lui. Voilà. Et je trouve que j'ai pas fait assez pour le rechercher à l'extérieur. Ok. Pour trouver.
beaucoup me disent, mais c'est impossible, il est trop ghetto. Non, Goldfinger, il avait fait un morceau incroyable avec Nubi, Mac le Biz, qui était incroyable. Mais si Goldfinger, il a pu le faire, pourquoi moi je peux pas le faire? C'est ça. Tu vois, même maintenant là, je te le dis, je me dis, mais pourquoi j'ai pas appelé Goldfinger? Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà réussi. J'étais tellement dans mes affaires de Bruno, de Brasco, de Matador, de Macha et de Sarah que, en même temps, Nubi, je pense qu'à un moment donné, j'ai même pas eu cette réflexion-là. Tu vois? En tout cas, j'ai pas trouvé le bon compositeur qui aurait pu matcher avec lui. Alors après, on a beau me dire qu'il est ghetto, tout ce que tu veux. Booba, ça fait 20 ans qu'il fait du ghetto et qu'il marche sans faire un single, en vérité, sans faire un gros single. Et voilà. Avec Nubi, on aurait pu faire ça. Je trouve qu'il avait le niveau. Je pense aussi, et ça, c'est un échec personnel et que je vis mal parce qu'en vérité, producteur, c'est pas on fait de la musique, wesh la famille, c'est bien. Non, c'est pas ça. C'est que t'es responsable de l'avenir social, de la carrière de la personne. C'est vrai. Et quand tu n'y arrives pas, ben moi, ça me fait mal. Non, c'est clair. C'est socialement. Parce qu'à la limite, Matador, il a quand même gagné de l'argent. Hein. Il a pris des grosses avances. Brasco a gagné beaucoup d'argent. Voilà, pas autant que Matador, mais il en a gagné aussi. Mais Dubi, il n'a pas gagné grand-chose. Hein. Donc, alors, on a fait des tournées, on l'a amené avec nous dans les concerts, il participait, etc. et tout. Il a eu des cachets, on était super carrés, hein. Ils étaient tous intermittents, etc. Tout était déclaré. Enfin, on était vraiment carrés par rapport à ça. Mais c'est un échec, quoi. Et c'est sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Après, il est tombé dans la religion, je crois. Voilà, mais on se rend pas compte. On dit ça n'a pas marché. Non, c'est la vie de quelqu'un qui a tellement de talent en plus. C'est tellement injuste en fait. Et très fort. Et tu comprends ce que et c'est pour ça il a récemment fait un morceau. Ah d'accord. Ok. C'est l'intro d'un projet de DJ Quick français. Et c'est incroyable. Un mec qui avait arrêté de rapper pendant longtemps, il est revenu. On dirait qu'il a jamais arrêté de rapper. Moi je suis pas étonné. J'ai toujours eu confiance en lui. Fort, Nubi. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on va parler de Sarah Riani. Sarah Riani qui est chanteuse, R&B, donc qui arrive après Matador, Brasco. Pas longtemps après, mais voilà. Elle est présente sur l'album de Brasco, donc pas longtemps après. Et justement, l'album de Matador et Brasco, les albums de Matador, Brasco étant sortis, est-ce que tu changes quelque chose à ta façon de faire pour l'album de Sarah Riani? Déjà, elle vient d'où? Comment tu la signes déjà? Alors, elle avait fait la nouvelle Star. Moi, je l'avais connue là, en fait. Ok, toi, tu l'avais déjà vu dans l'émission. Je l'avais déjà vu dans l'émission. Repéré. Voilà. Elle est jolie. C'était une jolie fille, voix incroyable, etc. Et c'est Myriam Abel, je crois, qui a gagné cette année-là. Je me semble bien. Voilà. Et elle a fait, alors je sais plus, elle avait un producteur. Enfin, je sais pas comment elle est venue à travailler avec Yann des Trek Invaders, mais elle se retrouve à travailler avec lui. Lui qui est beatmaker, donc qui est affilié à nous, enfin en tout cas à Bomb Attack, il me dit écoute, j'ai vraiment une chanteuse, elle est super, elle chante super bien, tu devrais écouter. Voilà, oui, elle vient au bureau, on se rend compte et ça marche quoi. On voit qu'on a les mêmes. Je tiens à dire que la particularité du bureau de Bomb Attack, c'est qu'il y a le studio là juste derrière. C'est ça. C'est-à-dire si tu veux chanter, tu chantes tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc c'est beau. T'as enregistré là-bas. Des choses incroyables. Vital. Je pense à ça. Mais voilà, donc ça marche. Je me souviens, elle m'a dit une chose à ce moment-là, elle m'a dit, est-ce que tu me laisseras jamais? C'était la question qu'elle m'avait dit ça. Le premier jour? Ouais, la première fois que je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, est-ce que tu me laisseras jamais? Tu vois, elle avait peur de l'abandon, elle avait peur de... Voilà. C'est fou ça. Et on fait des morceaux. Des phrases de film, ça. C'est incroyable. Ouais, je me souviens de ça. Et voilà, on fait les morceaux, on fait d'une blessure à l'autre, au début. Je lui demande de se relooker un peu à ce moment-là, je me souviens, voilà. Mais ça, c'est mon côté R&B américain. Il laisse rien au hasard, hein. C'est ça. La dernière bouclette des cheveux, là, il faut bien la placer quand même. Exactement. Je choisis même la robe. Ok. Voilà, t'es ce genre de producteur. Voilà. Ok. Je suis le genre de producteur qui sait repérer la robe d'un créateur. Ça, c'est une Dior, ça, c'est une Givenchy. Okay. Ah oui. Et donc,
D'ailleurs, une robe de Dior qui nous avait été passée, qui revenait, je me rappelle, je crois même des Oscars à l'époque, qui avait été portée par une actrice américaine, je sais plus laquelle, et que nous avait ramené par avion et que Sarah avait mis, enfin voilà. Incroyable. Donc oui, voilà, on fait des morceaux, des morceaux que moi j'aimais beaucoup. Pareil, j'ai trouvé que cet album était vraiment génial. Je la signe chez Polydor, mais en coproduction avec M6. Okay. Donc M6 était dans la boucle. Je vois que on a des morceaux, mais il manque quand même un single, je trouve, dans cet album-là. Ouais. Il est bien l'album, hein, mais moi je trouve qu'il manque un single. Et je pense que les maisons de disques, quand j'ai fait le tour, ils m'ont dit à peu près la même chose tous. Il manquait un single quelque part, mais nous-mêmes on le savait. Et première chose, j'ai l'idée de contacter MSN à l'époque. C'était l'époque des mécènes. Oh, putain, ouais. Tu te rappelles de Hotmail? Je me rappelle bien. Voilà. Et j'ai l'idée de les contacter et de leur présenter le projet. Et donc, en fait, on refait un petit peu un coup de Matador, mais avec Skyrock, mais là, digital, où MSN a un coup de cœur pour le projet. Et en fait, Sarah, quand tu ouvres ta boîte mail, on fait le clip d'une chanson, et quand tu ouvres ta boîte mail, t'as Sarah qui apparaît directement. Alors c'était ciblé par les, les âges des gens, les âges goûts, féminines, etc. Machin. Et grâce à ça, on a créé un buzz. Et son buzz marchait bien parce que ça, plus le fait qu'elle soit sur les morceaux, plus le fait que sur Internet, elle était dans sa chambre, voilà. Et puis après, on la met avec une guitare. Et puis après, on fait un showcase à la Fnac. Et puis après, au fur et à mesure, sa notoriété grandit. Sarah, faut savoir qu'elle signait des interviews, elle n'avait pas sorti un album. Hein. Elle signait des interviews dans la rue, elle avait rien sorti encore. Si je me souviens. Les autographes, pardon. Elle avait un fan club incroyable, je voyais. Ouais, bien sûr. La Riani Family. Voilà, et donc il nous manquait, à mon avis, ce single, voilà. Et du coup, j'arrivais pas à signer en fait. Ok. Et je décide de lui faire reprendre une chanson de Whitney Houston en live. Je m'en rappelle. Voilà. I Have Nothing. Quelle chanson en plus. Qu'on a, je crois, augmenté d'un ton, même à l'époque. Donc c'était vraiment très, très spectaculaire. Et j'envoie ça à M6. M6 disent, OK, on la signe. Voilà. C'est pas sur ces morceaux qu'elle a signé. Ah, sur Whitney Elle a Houston. signé sur Whitney Houston. Voilà. Et parce que, voilà, le niveau était incroyable. Et Polydor suit, du coup, à ce moment-là. Mais je sais pas si tu te rappelles Polydor. J'ai été important. Je me rappelle tout à fait. T'avais donné les titres. En fait, je crois qu'ils avaient déjà les titres. Ah, ils avaient déjà les titres. Et t'avais dit, mais ils n'avaient pas écouté. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et je t'avais voir, j'ai dit, quoi? Vous savez ça, Ariani? Vous avez pas écouté? Non seulement vous allez écouter, mais vous allez la signer. Ils m'ont dit, ah ouais, c'est chaud. Je dis, c'est super chaud. Et ils ont écouté, et puis. Et voilà. Ils ont proposé un contrat. Et donc, j'avais ce pouvoir avant, je n'ai plus, c'est pas la peine de me harceler. Et donc voilà, mais ça, on n'avait toujours pas le titre en fait à côté, même si je trouvais qu'on avait des bons titres, je sais pas ce que... Intouchable, c'était magnifique. Mais est-ce que tu penses qu'on avait un single, toi? C'était trop américain. Voilà, c'est ça. Ce que je pense. Pour la France, c'était trop américain, trop sophistiqué peut-être, mais c'est un titre magnifique que j'adore. Voilà, moi aussi, mais le reste de l'album. Est-ce que tu penses qu'on avait un single? Il n'y avait pas le single. Il n'y avait pas le single, on est d'accord. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un peu moins de regrets par rapport à Brasco ou Matador, où là on avait vraiment les titres. Il y avait la matière. On est d'accord, on avait la matière. Là, il nous manquait quelque chose. Bouno qui veut pas la jouer. Mais il faut la savoir que Bouno, à l'époque, il jouait Kenza Farah, quoi. Donc pour lui... une artiste R&B, c'était urbain, forcément très urbain. Alors que la Sarah, elle arrivait plus en diva, tout ça. Elle arrivait, elle parle plusieurs langues, elle a fait une maîtrise d'anglais, elle est, c'était pas une chanteuse que tu voyais en survêt sur un parking, quoi. Tu vois, donc voilà, ça lui parlait pas du tout. On n'avait pas le single, je pense, honnêtement. Voilà, donc. Ça n'a pas été plus loin. L'album n'est pas sorti, pour le coup. L'album n'est pas sorti. Elle a signé chez Polydor et chez M6, mais ils n'ont pas sorti l'album parce qu'à partir du moment où Bouno a dit non, comme beaucoup de maisons de disques, tout le monde s'est arrêté, quoi. Ils ne travaillent plus. C'est ça. Et comme elle était signée en artiste direct chez Polydor, on n'avait pas forcément notre mot à dire. C'est ça. Voilà.
Je sais qu'il y avait aussi un autre rappeur du sud de la France qui s'appelle Jamal, qui était signé chez vous. Ouais. Voilà, il a fait beaucoup de concerts, beaucoup de tournées avec vous, il a rappé sur des morceaux, des mixtapes et tout, mais il n'a pas eu l'occasion de sortir son album non plus. Non, mais lui, pour le coup, il y avait ça un peu pour les 10, d'ailleurs. Je trouve que Yona nous avait fait la réflexion que ce qu'elle avait vu en live chez les 10, elle le revoyait pas, elle l'entendait pas dans les morceaux, enfin elle le retrouvait pas. C'est pas évident, hein. Tu vois, c'est pas la première fois que j'entends ça, et retranscrire ce que tu fais sur scène en studio, c'est vraiment deux boulots différents, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est pas évident. Et alors c'est vrai que comme ils étaient jumeaux, ils avaient une espèce de chorégraphie comme ça où ils faisaient signes, etc. C'était très rythmique, très machin. Et surtout, moi j'avais remarqué un truc en studio, c'est vrai que quand t'es en live, t'es pris par le truc et tu rappes un peu plus haut en vérité. Toujours. Mais quand ils étaient en studio, ils faisaient un peu trop les bonhommes comme ça, tu vois. Et là, du coup, tu perdais une énergie. Fallait ramener un public dans le studio en train de crier. C'est ça qu'il aurait fallu. Ouais. Non, et Jamal, il y avait ça. C'est vrai que c'était spectaculaire à voir en live. Il a une énergie de dingue. Vraiment. Mais c'est vrai que sur les morceaux, c'était plus compliqué d'accès. Même s'il a un talent énorme, etc. Et tout, c'est pas le problème. Mais c'est un grand rappeur aussi. Hein. J'ai eu la chance de travailler avec que des grands rappeurs. Hein. Mais du coup, tout ça, donc ça se termine. Bon, il y a El Matador qui fera un deuxième album quand même, là où les autres n'auront pas cette chance-là. Ouais. Le deuxième ne marchera pas. Non. Et puis tout ça se termine. T'as tous les artistes qui s'en vont. Bah, si tu veux, comme je t'ai dit, il y a tellement de pression de l'extérieur, des autres compositeurs, des autres tourneurs, enfin de l'extérieur que nous on était quand même carrés, on avait pris un tour, enfin on avait un budget de tour support, etc. Eux ils commencent à faire des concerts derrière mon dos avec des mecs qui leur proposent des cachets, et moi j'accepte pas ça et là à ce moment-là j'arrête. Je leur dis, c'est ça, soit vous arrêtez, soit je... Mais parce que nous, on paye des gens pour les faire tourner, que l'éditeur, par respect aussi pour l'éditeur, qui mettait de l'argent pour le tour support et tout, je décide que si vous n'arrêtez pas, j'arrête et j'arrête. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que c'est un peu la deuxième fois que tu arrêtes ton label. Alors... oh là là, mon Dieu... Là, tu me renvoies dans un truc. Non, mais... Attention. Non, ici, c'est cool. C'est-à-dire, s'il y a des trucs qui sont relous, non, mais je cache rien. Moi, je dis tout. Je m'en fous. Okay. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Taxi, pour en revenir à Taxi, les films de Besson fonctionnent. Alors, faut pas oublier qu'on a fait Banlieue 13 et l'Ultimatum aussi, où on produit beaucoup de sons avec Larkin Heders. Il y a un morceau de Sarah qui est magnifique. Sarah qui est dedans dans le film. Il est magnifique son morceau. Voilà. Donc, Brasco est dedans, Nubi est dedans, je crois. Jamal même est dedans aussi. Enfin. Vous avez réussi à placer toute la famille. J'ai réussi. Voilà. Banlieue 13 Ultimatum, c'est Bomb Attack. C'est la 3e compilation Bomb Attack. Voilà. On reçoit un coup de téléphone au bureau. D'un jeune artiste géorgien, fils d'un milliardaire en fait. L'argent. Voilà, qui s'appelle Bera Eveneshvili. Et comme il a un gros coup de cœur sur Génération Wesh Wesh, Génération Taxi, si tu veux, il veut nous rencontrer pour faire des prods pour lui parce qu'il veut chanter, etc. Son père a des moyens. Je suis obligé de t'arrêter. Ouais. Il est géorgien. Un géorgien qui vit en Géorgie. Ouais. Et il connaît Génération Wesh Wesh d'El Matador. Ouais, parce que les films de Besson ont du succès en Europe de l'Est. C'est incroyable. Tu vois, les films de Besson... Il n'y a pas de souci, mais regarde le film de Besson, et lui, ce qu'il retient, c'est la chanson. Oui. C'est un truc de fou, quand même. Oui, bien sûr. Ça veut dire que le boulot a bien été fait. Oui, non, bien sûr, mais il est francophile, il est quand même né en France, il habite là-bas, mais il est né en France, il est francophile, les parents sont francophiles, ils parlent russe, géorgien, de ça, mais ils ont une culture française aussi et tout. Et au début, il veut rapper et chanter en français. Et comme il adore ce morceau, c'est ce qui lui plaît le plus. On part là-bas. Écoutez, en vérité, il a déjà une équipe géorgienne qui travaille avec lui. Et moi, je trouve que les mecs sont déjà bons, en fait. Je trouve qu'on peut pas lui apporter grand-chose en plus. Voilà. Donc, au départ, je pense pas que ça va aller plus loin que ça. Et puis, finalement, je l'avais aidé un petit peu en termes de réal, quand même, donner 2-3 conseils, etc. Mais très peu, parce que, honnêtement, ils avaient de très, très bonnes équipes. Et ils décident de plus faire ça en français, mais de faire ça en anglais.
Et il décide, quand tu as un budget qui est limité, il décide de travailler avec un tas d'artistes américains. Et il va me demander de l'accompagner pour pouvoir être là en studio, l'aider à poser ses voix, l'aider à faire la réal, en fait. En vérité. Voilà. Et il va prendre une manageuse là-bas sur place qui s'appelle Kim Lupkin, qui était le bras droit de Puffy à l'époque, de Bad Boy. Ok. Voilà. Donc en fait, lui, il dit moi j'aime bien un tel. Elle appelle. Elle connaît tout le monde. Elle connaît tout le Elle monde. a le réseau. Donc il aimait bien Mario Winans. Elle appelle Ryan. On se retrouve en studio avec Mario Winans. Donc toi, t'es au milieu de tout ce bordel où là tu dis je veux un tel. Et toi, t'es là à chaque fois. Et moi, je me retrouve ensuite avec Mario Williams qui dit qu'est-ce qu'on fait pour le jeune homme voilà, normal. Voilà. Ensuite, il voulait Ryan Leslie. Qui appelle. On se retrouve avec Ryan Leslie en studio. Je veux René Jerkins. On se retrouve avec... Le Dark Child. On se retrouve avec René Jerkins en studio, etc. Et voilà, il a travaillé avec un tas d'artistes incroyables, etc. Et tout. Et moi, je me retrouve. Toi, tu fais quoi avec tous ces artistes-là, avec lui moi, du coup, je fais de la réal, quoi. J'essaie de l'aider à poser ses voix. Enfin, voilà, de la réal, on va dire. Voilà, je suis en studio. Voilà, quelques armeaux. Enfin, voilà. Tu réalises des chansons sur des sons de Rodney Jerkins, Mario Winans, Ryan Leslie. Ouais. Je sais que vous croisez dans des hôtels des gens comme Lil Wayne. Rihanna, tout le monde, enfin. Normal. Voilà, et. Quelle vie. Ouais. Le mec a commencé par d'abord faire une accolade à Beyoncé. Maria Carey a dit je m'en fous de mon partenariat avec Énergie, je veux aller sur Génération dans l'émission de Marc. Et tu termines carrément Rihanna. Non mais j'ai eu la chance de retravailler. Après, honnêtement, ça s'est bien passé grâce à cette connexion avec lui, ça s'est bien passé et j'ai pu surtout j'ai pu travailler avec eux après sans lui. Donc du coup, après, voilà. Donc c'est ça surtout, c'est que c'est une connexion, c'est une porte d'entrée et puis après. T'as connu d'autres gens qui ont fait d'autres personnes, d'autres chanteurs, d'autres réalisateurs, des gens qui travaillaient avec Rodney aussi. De tous ces gens-là. Ces Américains qui ont bossé sur le projet du Géorgien avec toi, qui t'a le plus impressionné en studio? C'est forcément René Jerkins. C'est quelqu'un de complètement incroyable. Je sais pas si les gens qui nous écoutent le connaissent vraiment, mais allez voir. C'est lui qui a fait The Boy Is Man de Brandy et Monica. Voilà, c'est My Name. C'est My Name. Michael Jackson, là, son retour, là. Voilà, l'album de Michael Jackson. Et moi qui ai toujours été davantage fan des producteurs que des artistes en eux-mêmes. C'est ça, je suis pas content d'avoir été en studio avec Beyoncé. Je suis content d'avoir participé, d'avoir été à côté de René Jerkins. Ça, j'en suis fier. Ok, je vois. Voilà. C'est ça qui est important pour moi. Et là, Shawn Daniels, qui était un compositeur de voix, qui composait les voix, les harmonies de voix, avec Dark Child aussi, évidemment. Mais des gens comme ça, tu vois, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Mais quand tu te retrouves au milieu de tout ça, au milieu de ces gens qui ont fait des grandes choses, est-ce que tu as envie de revenir travailler en France avec des artistes français? Non. Ok. Non, parce qu'en fait, là, j'ai 55 ans maintenant, et quand je suis en studio avec les Américains, enfin là, depuis le Covid, évidemment, comme je suis en France, il s'est rien passé, mais il y a encore pas longtemps, j'étais en studio là-bas, c'est ma musique en fait, c'est-à-dire ma vraie culture musicale. Moi, ma mère, quand j'étais vraiment gamin, ma mère elle faisait le ménage chez une famille qui avait un peu de pognon, etc. Et leur fils écoutait de la soul américaine, etc. Qui fait que moi, depuis tout petit, j'ai jamais connu la chanson française, en fait. La variété française, je l'ai jamais connue. Moi, tout petit, j'écoutais Marvin Gaye, alors lui, il écoutait ce qu'on appelle la moon music, c'est-à-dire Marvin Gaye, Ashford et Simpson, enfin, ce Motown-là, tu sais. En vérité, moi, j'étais déjà un peu racaille et j'aimais bien James Bond. Tu sais, James Bond, c'était le rap de l'époque. Bah oui, les rythmiques, le funky drummer, tout ça. Tu vois, c'était, voilà. Pas que j'aimais pas Marvin Gaye, etc. Mais si, il y avait Aretha Franklin avec, bien sûr, Respect et tout ça. Mais moi, j'aimais bien James Bond. Voilà. Donc, depuis tout petit, j'ai connu que ça. Moi, j'ai connu que la musique noire américaine. Et donc, après, quand tu te retrouves en studio avec Dark Child, avec Rodney Jerkins, avec tout ça, bon,
C'est clair. Après, il y a des artistes français que j'adore maintenant. Hein. Juste si on peut parler de ça. Bien sûr, bien sûr. On me dit le rap c'était mieux avant, pas pour moi. Le rap est mieux maintenant. Je trouve que les jeunes sont meilleurs maintenant. C'est-à-dire, c'est important. Toi qui avais l'émission originale Bomb Attack, Time Bomb, tout ça, tu trouves que le rap c'est mieux maintenant. Un rappeur comme Oh Boy. Qu'est-ce qui est fort? Ouf. Waouh. Il y a plus grand chose entre un Américain et lui. Hein. C'est un carré. C'est un carré. Hein. Ce qu'il dit, sa façon de se poser, c'est tellement loin, j'ai tellement de respect pour lui. Je suis d'accord avec toi, 100%. Vraiment. Après, j'ai pas à te mentir, moi, je suis un fan d'Aya Nakamura. Hein. Ah, oh non, déjà, la première qualité, c'est qu'elle est malienne. C'est une qualité. Marx malien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, j'adore Aya Nakamura. Hein. Je te dis honnêtement. Moi, je suis complètement dans Pookie. Et moi, je suis dans Préféré, le morceau qu'elle a fait avec Oh Boy, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais non, vraiment, je trouve que moi, Aya Nakamura, on peut lui cracher dessus, parce que je m'en fous. Moi, je l'adore, je l'aime, je l'adore, j'adore ce qu'elle représente, tu vois. Et Oh Boy, le niveau. Oh Boy est très fort. Et il y en a d'autres comme ça. Je te conseille le dernier album de Laylo, c'est incroyable. Voilà, je vais écouter ça. C'est incroyable. Mais tu vois ce que je veux dire? Il existe vraiment des. Bien sûr. Le niveau maintenant, il est impressionnant. Hein. Ouais, après, moi, je suis plus. Pas c'était mieux avant, pas c'est mieux maintenant. Je suis plus à chaque époque. Il y a des bons et des mauvais. Et je trouve que là, on vit une époque où il y a aussi des bons, quoi. On peut pas dire c'est mieux, c'est moins bien ou truc. Je trouve qu'il y a des mecs qui tuent et il y a des mecs, malheureusement, qui tuent pas. C'est la vie, ça. Quand même. Mais tout le temps, en fait. Sans être prétentieux ni rien, je pense qu'à un moment donné, on a sous-estimé le fait que j'ai été viré de génération. Parce que, j'avais cette influence sur les majors, voilà. Et après, il y a eu un vide. Là-dessus. Parce il n'y avait plus une espèce de direction artistique qui venait des radios. Qui leur expliquait, qui les aidait à comprendre ce qui se passait. Parce que, en vérité, c'était pas leur musique, hein, aux gens, les directeurs artistiques de cette époque-là. Qui étaient dans les maisons de disques. Voilà. Clairement pas. Et donc, à un moment donné, je trouve, moi, que il y a eu un vide après ça, parce qu'il y avait plus de personnes comme moi. Le vide, il n'a pas été complètement, comblé. Tu sais, Taïro, il disait, je suis 100% d'accord avec lui, il parlait du reggae, il disait que le reggae, si ça marchait pas, c'est parce que le reggae a pas su se renouveler finalement. Au bout d'un moment, il est resté, il a tourné un petit peu en boucle, et puis voilà. Le R&B est en train de vivre ça un peu en ce moment. C'est-à-dire que, en vérité, on va dire que le disco, le funk, c'est l'ancien du R&B. Enfin, il s'est renouvelé. Puis après, c'est devenu le no jack. Et puis après, il y a eu les premiers morceaux de Mary J. Blige, un peu plus hip-hop avec Puff, qui a un peu ramené de hip-hop là-dedans. Et puis voilà, fur et à mesure, ça a évolué. Mais maintenant, le R&B, il tourne en rond depuis un moment, et on voit bien que on n'est pas du tout dans une période R&B là en ce moment. Il est en train de mourir parce que il se renouvelle pas. Alors, il se renouvelle pas aussi parce qu'il n'y a pas de nouveaux instruments qui sortent. Faut pas oublier que la musique, elle s'est elle a muté parce qu'il y avait un nouveau truc, une boîte à rythme qui sortait, un nouveau synthé, une nouvelle technologie. Là, c'est vrai qu'on n'invente plus grand chose en ce moment. C'est vrai. Et que du coup, le R&B, il tourne un petit peu en rond. Mais on est dans le reggae, certes, le reggae vit ça, mais le R&B vit ça aussi en ce moment. Ok. Voilà. Là où le rap continue. Donc en vérité, c'est pour ça que je trouve Oh Boy, je reste particulièrement respectable, tu vois, parce que voilà, je trouve que vraiment il sort du lot et que ce niveau-là quand même aussi proche des Caries. Je sais qu'il y a eu des bons rappeurs avant, il y a pas de souci, mais à ce point-là proche des Caries, on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Honnêtement, là, je trouve qu'on est vraiment très proche. Time Bomb, c'était proche des Caries à mort. Hein. C'était proche des Caries, mais à la limite, on sait pourquoi c'était proche des Caries, parce qu'il s'en inspirait beaucoup. Il y avait des rimes des assonances qu'on pouvait retrouver. Bien sûr. On pourrait signer Biggie, bien sûr. Oui, on va pas tout, hein. Voilà. On va pas tout dire. Mais ils ont eu leur période bootcamp, après il y a eu l'époque Biggie, puis l'époque Jay-Z, etc. et tout. Mais je trouve que Oh Boy, c'était hyper fort, il y a pas de souci. C'est vrai que il était un peu dans cette vibe-là, c'est sûr. Mais honnêtement, Oh Boy, il est très fort. Et moi, je trouve pas que le rap était mieux avant. Je trouve qu'il évolue, mais qu'il est très très bon maintenant. Je suis d'accord avec ça. Vraiment. Très bien. On arrive tout doucement à la fin. Moi, j'aimerais déjà savoir qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui.
Est-ce que tu dis, il y a un retour dans la musique, il y a un troisième retour de Bomb Attack avec des artistes américains, on sait pas, ou géorgiens, russes, ouzbeks. Non, mais j'ai des morceaux en cours aux États-Unis qui sont pas terminés. Ok. Voilà. C'est des cool, morceaux qui ne sont pas terminés. Il y a le retour des vinyles en ce moment. Donc Jean-Pierre Sec, qui est notre ami bien sûr, commun, m'a mis sur un plan comme ça où ça serait peut-être une idée de ressortir en vinyle certains morceaux de Bomb Attack de l'époque. Cool. Peut-être Suzy, ou je sais pas, enfin, à voir quel morceau. J'avoue que je me suis pas vraiment plongé dessus, là. Donc, pour l'instant... c'est ça. Ouais, enfin, je suis sur d'autres choses en ce moment. Mais pourquoi pas mais bon, au bout d'un moment, 55 ans, la musique, voilà, quoi, tu vois. Non, il y a pas trop... la musique sera avec toi tout le temps. Hein. Oui, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... Produire, tout ça, c'est plus dans ton viseur. Tu sais, il y a des morceaux où je peux parler de la discussion que j'avais avec Lil Wayne, par exemple. Je peux parler de ça. On veut savoir. Lil Wayne, il avait cette discussion où, tu sais, quand ça parle de fric, de pute, de machin, etc., il dit, mais si je fais des morceaux qui disent c'est la merde pour nous dans le ghetto, dans les quartiers, c'est dur, machin, il dit tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Voilà. Et c'est vrai que cette façon de parler de fric, de meufs, etc., c'est une façon d'être subversif pour eux. Il faut qu'on le comprenne. Dans une société qui est hyper protestante, etc., hyper religieuse, avoir des propos comme ça choque un peu les gens. Et c'est comme ça qu'ils sont un peu subversifs. Un mec qui dit « pussy like a Seychelles ». Exactement. Pour dire que c'est tout mouillé. Qui pète au lit, ou qui qui pète au lit, et qui dit... Lil Wayne, c'est un ouf. Voilà. Ok, je vois. Mais même si j'entends ça, je me dis que je suis un peu vieux pour ces conneries quand même. Moi j'adore. J'aimerais toute ma vie. Pussy like a Seychelles. Non, mais moi aussi. Non, après, on aurait pu dire des choses qui nous lient, parce que c'est vrai que, mine de rien, on a vécu pas mal de choses ensemble. Ouais, oulala, même trop. On peut rappeler l'Olmed, par exemple. Olmed. Ouais. Il me semble que j'en ai parlé ici quand on a fait ma spéciale, mais c'est toi qui me connecte avec Jean-Pierre. Hein. Tout s'est passé dans ton bureau. et tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'Olmed, ça fait encore partie de ta vie actuellement. Ouais, donc, ce que je veux dire, quand je parlais de Nubi tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tes actes, ils ont un impact fort sur la vie des gens, sur le social des gens. Et donc, faut faire attention, faut faire les choses bien. Exactement. Et voilà. Avoir de l'empathie pour les autres. Et pas penser qu'à sa gueule. Ouais. Mais c'est mieux quand c'est naturel. Parce que si on travaille sur soi. Non, c'est sûr. Non. Mais tu me connais, je suis pas comme ça. Non, toi. C'est clair et net. Bon, on est arrivé au moment où je dis que je ne laisse pas partir l'invité sans un cadeau. Donc c'est le moment du cadeau. Tu es Marc de Bomb Attack. C'est devenu ton nom de famille, Bomb Attack. On dit Marc de Bomb Attack. J'ai été Marc de Radio Show avant ça. Avant ça, mais là, c'est Marc Bomb Attack. Le logo, c'était ce gros ghetto blaster à l'ancienne, tout ça. Et magnifique. Ton émission originale Bomb Attack, on a passé notre temps, nous, en tant qu'auditeurs, à enregistrer ces freestyles sur des cassettes pour les réécouter, pour les faire tourner, les prêter. Des fois, elles revenaient même pas. Bref, donc tu as un lien très spécial avec la cassette, donc je vais t'offrir un bouquin qui parle de la cassette. Ah, merci beaucoup. Voilà, c'est pour toi. Ah bah écoute, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Voilà. Est-ce que Bomb Attack est dedans ? Je ne sais pas, ça parle de la cassette. Ah, de la cassette. D'accord, ok. Surtout de la cassette. Donc voilà. J'ai un lien très fort avec la cassette, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'était toi en tant qu'animateur. Est-ce que tu te rappelles de cette période où tu disais tout de suite Time Bomb va freestyler, allez mets ta cassette et enregistre. Un truc que tu ne peux plus dire aujourd'hui. Exactement. Mais voilà, c'était une phrase qui revenait tout le temps. Non, mais c'est vrai. Lâche la pause cassette. C'est vrai. Donc voilà, ce livre est pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé ce superbe parcours. Merci à toi surtout. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup les gens, comme je te disais, parce que c'est une autre époque. Mec, t'as pris Beyoncé dans tes bras, ça va intéresser tout le monde. Moi, je te le dis. Donc voilà, merci à toi, longue vie et encore beaucoup de projets. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Toi aussi, Marc. À bientôt. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver,
Produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.